on est tombé dans ce fameux piège qui est de facturer à la pièce. Ça veut dire qu'on a défini un prix en fonction du temps qu'on avait estimé passer sur le projet et des ressources qui étaient demandées. Et quand ça arrive, vous pouvez vite tomber dans le piège dans lequel on est tombé, à savoir, est-ce que tu pourrais retoucher un peu ça? Est-ce que tu peux modifier un peu la couleur? Ah, c'est pas encore ça. Beaucoup d'échanges et ça prend du temps. Ça peut être très vite un gouffre. En fait, ce que je fais pour ma part maintenant, c'est que dans la facture, je dis toute retouche que j'estime mineure, je facture pas. Mais toutes les retouches qui vont nécessiter plus de temps seront facturées. C'est une très bonne stratégie. Pourquoi? Parce qu'en fait, et salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau podcast consacré au concept art. Si vous ne me connaissez pas, je suis Guy Mochen, concept artiste dans l'industrie du cinéma et du jeu vidéo depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je reçois un nouvel invité. Et ce nouvel invité, c'est Mathieu Freyermuth. Salut Mathieu. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci du coup pour l'invitation. Ça fait longtemps? En vrai, oui. En off, on s'est pas beaucoup vu depuis quelques temps. Mais... Je crois que depuis le Covid, on a disparu. On s'est vu une fois au musée d'Orsay pour voir vite fait un truc. Un truc dont on va parler d'ailleurs. Et sinon, on s'est pas revu depuis. Alors, si vous avez vu le titre de la vidéo, en effet, t'es lié au musée d'Orsay, il y a un lien. Alors, c'est pas forcément ce que vous croyez, mais moi je trouve ça extraordinaire parce que on est allé au musée, tu nous as montré ça, j'ai fait mais what, qu'est-ce qui s'est passé en quelques années? C'est vrai. Et je vais peut-être donner un peu le contexte de notre rencontre. Carrément. Je te laisse parler. C'est toi l'invité. Non, mais c'est ton podcast. Oui, mais bienvenue. Alors comment expliquer? Je vais pas expliquer tout mon parcours, peut-être qu'on reviendra un peu dessus si ça intéresse, mais en gros, on s'est rencontrés parce que tu étais mon prof et dans une école. Et à la sortie de cette école-là, du coup, on a collaboré et petit à petit, on a commencé à bosser. Puis après, on s'est Covid, etc., plein de choses qui sont passées. Et on s'est pas revus et du coup, il s'est passé plein de choses. Mais globalement, c'est ça qui s'est passé. Et c'est cette partie de l'histoire un peu obscure qu'on va éclaircir dans ce podcast. Aïe, aïe, aïe. Et oui, on a bossé ensemble, notamment sur un projet, je pense qu'on va évoquer, parce qu'on en avait parlé un petit peu juste avant le podcast. On s'est dit ça, faut qu'on vous en parle, parce que c'est typiquement le genre de projet presque catastrophique, avec beaucoup de prévention à donner pour les futurs artistes en devenir, ou même les juniors, ou ceux même qui n'ont pas eu ce genre de situation. Parce que vraiment, on a cru qu'on s'en sortirait jamais. Mais après, c'est formateur, quoi. Tout à fait. Une fois que tu as appris ça, tu sais comment ça se passe après, et comment ne pas reproduire les choses d'après. Mais donc si tu veux, je te laisse lancer le truc, parce que moi, franchement, je sais même plus comment ça a commencé exactement. On avait un projet, du coup, on travaillait un peu en mode collectif à cette époque. C'était le début vraiment où on voyait émerger ce qu'on appelle les boîtes d'outsource. Donc c'est vraiment des studios où vous avez beaucoup d'artistes, et ces artistes à plusieurs récupèrent en gros des briefs des clients. Se partagent le travail. Partagent le travail, voilà. Il y a bien sûr un patron dans la boîte et tout ça, mais c'est pas anodin qu'ils viennent voir des artistes qui sont en freelance pour leur proposer de bosser pour le studio par l'intermédiaire de la boîte de outsource. C'est ça. C'est presque, il y a un peu cette notion presque de manager, d'intermédiaire, en gros, parce que la boîte évidemment touche sa part pour faire travailler les artistes, mais ça permet vraiment de créer un peu, j'aime bien ce terme, une écurie, on va dire, d'artistes, avec des styles très qui synergisent. On pourrait parler notamment, on en a parlé quand Pierre était venu parce qu'il bossait pour ce studio, pour cette boîte d'outsource Moon Colony, qui ont tous un style qui matche parfaitement avec Blizzard, Riot. C'est très standardisé ces trucs-là. Tout à fait, aujourd'hui c'est vraiment un peu le style qu'on retrouve le plus. Et on avait pour objectif de créer une petite boîte et tout, et c'est vrai que nous on est arrivé en plein, on a fait ça en plein Covid et tout, c'était compliqué. Juste avant Covid, Juste avant Covid, il y a eu Covid plein milieu, et du coup... plein de problèmes, mais bref. Puis on était jeunes, on manquait assez d'expérience, je trouve, dans le sens où c'est vrai que fallait le comptable, fallait tout ça. Moi, dans ce truc-là, j'étais plus, je sortais d'école, j'avais pas beaucoup d'expérience, voire quasiment peu. Et moi, je vous suivais parce que je vous faisais confiance, et c'est le cas, je vous ai toujours confiance, c'est pas... voilà. Mais il s'est passé des trucs, du coup, qui fait que ça nous a appris de comment travailler par la suite avec d'autres clients et tout ça, mais... Le client en question, du coup, qu'on dira pas le nom, travaille pour une boîte de jeux de société, en fait, globalement, un jeu de société. On devait illustrer pas mal de choses, donc dans un univers. Est-ce qu'on dit l'univers aussi ou pas? Je pense que tu peux le dire, parce qu'en fait, il y a plein de jeux sur ce thème. Je suis allé dans un magasin de jeux de société à Nantes, Sortilège d'ailleurs, merci. C'était un sponsor quand j'étais ado. Et il y a Aztec, il y a plein de jeux comme ça. Et ce jeu, je ne me souviens plus le nom. J'ai le nom, mais je le dirai pas. Mais c'était un jeu dans l'esprit, en effet, des trucs d'aventure, un peu la Indiana Jones dans la jungle. Culture précolombienne, Amérique du Sud, Amérique centrale. Et on avait
tous les boards à faire, donc le plateau, tout plateau, des personnages, la boîte, en fait on est tout ce qui était visuel, qui n'était pas de la typo ou du logo, même si, voilà, on en reparlera aussi parce que je pense en souvenir, mais on a dû faire le logo du truc. Oui, alors, infernal. C'est pas notre métier. Alors, c'est pas anodin qu'on vous demande, en gros, de vous greffer sur des tâches qui sont pas forcément votre spécialité. Genre, du logo, il y avait presque aussi un délire de game design parce qu'on bossait sur le plateau. En fait, totalement, parce qu'en fait, nous on avait les briefs. Alors déjà, c'est compliqué. Moi, j'ai du mal, par exemple, à comprendre les règles de jeu de société. Déjà de base, il faut que je joue pour que je comprenne. Et là, le brief, c'est il nous donne les règles et on doit designer le plateau. Donc en fait, comment on fait pour se sortir de ce truc-là. Donc heureusement, malheureusement, on a eu beaucoup de retours de la personne qui s'occupait de ça. Et on a réussi un peu à fabriquer ce qu'on pouvait. C'est toi qui t'es occupé beaucoup du plateau, je me souviens. J'ai fait principalement les plateaux et on était surtout en collab sur l'illustration de la boîte. Ce qui me donne quand même envie d'aller la trouver pour voir ce que ça donne quand même. Franchement, j'ai regardé récemment, elle est bien. Elle est bien, Lilu, franchement. Hein. Mais en fait, c'est tout le truc de production pendant qui est pas ouf, quoi. À la fin, je suis pas content de ça, mais c'est juste que je suis. Ouais. Parce qu'en fait, on va vous expliquer pourquoi, en gros, ça s'est. Alors, je dirais pas que ça s'est mal passé. Ça s'est passé, on va dire. On a dû finir. On a bossé sur ce projet, on a fait les illustrations, tout se passait bien. Les échanges étaient quand même très cordiaux. Ça se matchait très bien, quoi. Ouais. Non, c'est très professionnel, il n'y a aucun problème là-dessus. On a réussi à se détacher d'ailleurs de la tâche du logo parce qu'on a fini par dire, écoutez, on veut bien donner des pistes, mais nous ne sommes pas typographistes. On n'est pas designer graphique, globalement, on n'est pas des graphistes. C'est un autre métier. C'est un autre métier. Moi, j'avais ce truc-là. Et au moment donné, on m'a un peu refourgué le truc, entre guillemets, où j'étais un peu le seul à avoir fait j'avais un bagage graphiste avant. Et même ça, moi, c'est pas ce que je voulais faire, en fait. Mais même si j'avais pas le choix, je l'aurais fait. Mais là, du coup, on avait trouvé une cabriole, je sais plus comment on avait fait pour pas le faire. Mais je me souviens plus. Je sais plus. Mais au final, ce qu'ils ont pris était quand même dans la vague de ce qu'on avait proposé. Ah oui, c'est vrai. En même temps, il n'y a pas 36 000 solutions pour ce genre de jeu. En général, c'est assez... Ouais. Ah non, mais je crois que je l'ai fait, en fait, le logo. Mais ils n'ont pas pris le mien. Ils ont pris quasiment le même truc, ce que tu disais, ça me rappelait. Ils ont pris quasiment le même truc, ils ont modifié 2-3 trucs. Et oui, on s'était inspiré du film avec Dwayne Johnson qui était sorti de ses cruisers. Jungle Cruise. Jungle Cruise, voilà, ouais. Ça m'a marqué, ça. D'ailleurs, maintenant, j'ai envie de le voir, tu vois. Tu l'avais pas vu à l'époque? Non, je l'ai pas vu. Il était pas mal. Bon public un peu de ce genre de film. Non, franchement, c'est un bon film. Apparemment, il y avait une attraction à la base à Disney, etc., qui vient de ce truc-là et tout. C'est comme Pirates des Caraïbes. Comme Pirates des Caraïbes, ouais. Et je regardais ça, comme de côté pendant que tu travailles ou autre chose. Et en fait, finalement, j'étais un peu happé par le film parce qu'il y a une bonne ambiance. Franchement, ça reste du film de cinéma popcorn un peu, mais franchement, c'était pas mal, quoi. C'est bien de travailler avec des films ou de la musique ou des choses qui sont dans le thème de ce sur quoi tu vraiment, ouais. Moi, j'aime bien aussi. C'est bien ça, effectivement. Dès que tu as un thème ou quoi, si tu veux qu'on parlera après des projets, tout ça, j'aime bien, moi, mettre dans un mood, regarder des films, préparer. Et c'est pour ça même avoir les briefs un peu en amont. Ça permet aussi de justement se préparer jusqu'à la production pour être comme ça, t'es paré, t'as tout dans la tête, tu sais de quoi tu parles. Carrément. Et voilà, du coup, pour Jungle Cruise. Là, je vais revenir peut-être sur un point qui est très important parce que j'ai déjà fait des salons avec des écoles d'art et tout ça. Et c'est une question qui revient. Et c'est vrai qu'on a évoqué le nom tout à l'heure, le game design. Ouais. Et j'ai un papa qui est venu avec sa fille et qui me dit, ma fille, elle va faire du game design. Et en fait, je lui dis OK. Et en fait, il commence à échanger avec sa fille, il commence à m'expliquer et je réalise qu'en fait c'est du concept art qu'elle veut faire. Okay. Et en fait le mot game et le mot design pour lui c'est un peu il veut designer, illustrer dans le jeu, pour donc les jeux. Je pense qu'il veut illustrer des jeux et en fait c'est vrai que la plupart des parents qui sont ou même des personnes qui sont un peu étrangères à ce milieu, ils peuvent vraiment confondre les termes. Par contre les termes, alors ça il faut s'accrocher effectivement. Ça c'est autre chose. C'est savoir de quoi on parle parce qu'un caractère artiste n'est pas un concept artiste de caractère. Enfin voilà, c'est autre chose encore une fois. Et même aujourd'hui, on dit du développement visuel. Ça remplace petit à petit le terme concept artiste. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je vois même des amis aujourd'hui qui ont déjà mis à jour sur LinkedIn. Bon, franchement, je sais plus ce que je suis. Développeur. Je sais plus vraiment ce que je suis. Je fais du coloriage. Ouais, je fais du dessin en digital. Voilà, je m'amuse. Mais ouais, en fait, c'est tellement complexe. Il y a tellement de spécificités en plus déjà de l'époque, mais de plus en plus maintenant sur des trucs très précis. Tout à fait, ouais. Donc look dev, vis dev, machin et tout. Ouais, c'est vrai qu'on peut vite se perdre. Et game designer, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de designer justement plus des règles propres à des jeux, quoi. Ça, je bosse avec un game designer sur notre jeu, mais en gros, lui, il va dire par exemple. C'est pas logique ça. Oui, voilà.
Je sais vraiment pas comment bien l'expliquer, je suis pas la bonne personne. En gros, mais c'est ça définit les règles. ça définit les règles de ce que tu peux faire dans le jeu, ouais. Où te C'est déplacer, ça. comment faire, c'est quoi les objectifs, comment tu fais pour récupérer ce truc-là, et comment tu te déplaces dans l'univers, quoi. Par exemple, un game designer dans Zelda, il va décider que ça c'est un interrupteur. Si tu Ouais, l'actives, c'est ça, ça ouais. ouvre la porte. Exactement, ouais. Que dans un autre niveau, si tu l'actives et que ça marche pas, il faut d'abord faire un clear room, donc détruire tous les monstres dans la pièce Ouais. pour qu'ensuite l'activateur fonctionne. Ouais. Enfin, Ça, c'est un truc qui m'intéresse, mais vu que ça est un peu lié à la programmation, du coup, ça me rebute un peu parce que voilà, j'ai un peu peur de faire du code, mais je devrais pas. ouais. Mais, Ça peut faire peur. Hein. ouais, ça me fait Mais peur. tous les développeurs que j'ai rencontrés quand j'ai commencé à travailler m'ont dit, pas tous, hein, je vais pas exagérer, mais la plupart étaient concept artistes, enfin illustrateurs, Ouais. graphistes, et ils m'ont dit, j'ai découvert le code et je trouve que c'est même Bah, plus moi, artistique que carrément, l'image. Je Bah ouais, parce Je qu'en fait, respecte ça. tu modèles une narration, tu modèles autre chose qui est même plus conceptuel de comment tu guides une personne, comment tu l'amènes à un objectif particulier. Mhm. Alors que l'image, bah, tu la vois, ok, d'accord, c'est l'image, quoi. Là, tu Tout dois à fait. vraiment conceptualiser comment la personne va se mouvoir dans ton jeu. Ouais, c'est un délire. Et là, mais qu'est-ce qui est arrivé à cette production précolombienne? On va vous dire ce qui s'est passé à la fin. Ah en oui. fait, comme on disait tout à l'heure, les échanges étaient très cordiaux. Hein. C'est juste qu'à un moment, on est tombé dans ce fameux piège qui est de facturer à la pièce, facturer au forfait. Ouais. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'on a défini un prix en fonction du temps qu'on avait estimé passer sur le projet et des ressources qui étaient demandées. Le souci, c'est que on était jeunes et quand ça arrive, vous pouvez vite tomber dans le piège dans lequel on est tombé, à savoir, est-ce que tu pourrais retoucher un peu ça? Ouais. Est-ce que tu peux modifier un peu la couleur? Ah, c'est pas encore ça. Beaucoup d'échanges et ça prend du temps parce qu'il faut envoyer le mail, la personne te répond, tu fais les modifs, tu renvoies Ouais. et vous pouvez tomber dans une espèce de traquenard d'aller-retour sans fin qui fait que vous avez, à aucun moment c'est terminé. Donc je vais vous dire comment ça s'est terminé. Je vais vous donner un peu les astuces que j'ai personnellement mis en place pour éviter ce genre de situation. On a fini par lui envoyer un mail en disant écoutez, on peut pas, et pour cause, on avait une prod qui commençait derrière, Ouais. donc on n'allait pas pouvoir non plus trop tergiverser, et on a mis un stop en disant écoutez, conformément au contrat, nous on a tout réglé, Ouais, et tout on fait, estime que vraiment là c'est bon. Et franchement, il nous a pas mis un stop ou quoi, il a dit ok, écoutez, renvoyez les pièces et c'est fini. Donc Ouais. ça montre qu'ils essaient vraiment quand même un peu de gratter. Ouais, ils essaient de gratter, mais en fait, c'est. Et à la fin, ils se disent Oui. Oui. Ouais, à la fin, ils se disent on va prendre ça et on va l'envoyer à un graphiste interne qui va un peu modifier ce qu'ils ont fait, Éventuellement, s'ils ont besoin, voilà. Mais ouais, c'est un peu le piège de ce truc-là, du forfait. Mais après, effectivement, c'est un peu un truc qu'il faut établir en amont si on fait du forfait. C'est plutôt de dire, ok, ça vaut tant. Je sais qu'en tant de temps, ça sera fait. Peut-être que vous aurez des retours. Donc, du coup, on va dire qu'il y a tant pour un retour. Et puis, on dit, il y a tant de retours. Du coup, imaginons, je sais pas, il y a 2-3 allers-retours pour faire un petit truc. C'est compté dans la facture. Enfin, il faut le préciser dans la facture parce qu'effectivement, on peut vite se retrouver à devoir cumuler des retours infernaux de ça, tu peux bouger d'un pixel, ça, c'est ce que j'ai eu là récemment. Mais bon, moi, je m'en fous parce que c'est facturé. Donc, Oui. après, je fais mon travail. Mais quand c'est pas facturé, que ça fait du coup partie d'autres choses, c'est plus compliqué. Ça peut être très vite un gouffre. Et pour compléter ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord. En fait, ce que je fais pour ma part maintenant, c'est que dans la facture, je précise une petite clause. Faut préciser. Et je dis toute retouche que j'estime mineure par mon expertise. Je ne facture pas, il n'y a pas de souci. Genre, tu modifies un peu la couleur. Ouais, voilà. ça va. Mais toutes les retouches qui vont nécessaiter plus de temps seront facturées. C'est ça. Et en fait, c'est une très bonne stratégie. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre client, ça va le remettre en question. À partir du moment où il se dit qu'il va devoir payer, il va peut-être dire bon, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça, ce qui m'a fait l'artiste. Et pas du coup abuser sur les retours comme on a eu sur ce projet-là. Quand c'est limité, on apprécie plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis en vrai, en plus, ils sont peut-être plus efficaces dans les retours. Le fait d'avoir un tarif pour dire ils ont ça pour retour, ils vont être plus efficaces dans les retours, ils vont moins dire des choses qui sont anecdotiques à changer ou à bouger, quoi. Et la grosse question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as joué au jeu? Pas du tout. Est-ce que je l'ai vu en physique? Je crois que je l'ai même pas vu en physique. Moi non plus. Je l'ai vu en photo en physique, j'ai vu des reviews, etc. Mais je l'ai pas vu en physique. Mais en fait, même de base, le jeu m'intéressait peu. Enfin, comme j'ai dit, moi j'ai besoin d'avoir le jeu en main pour savoir comment jouer. Enfin, voilà, mais etc. Mais ouais, ça m'a pas trop intéressé, on va dire. Donc j'ai pas joué au jeu, non. Ok, ça arrive, hein, tu vois, c'est comme... Il y a beaucoup d'artistes sur lesquels ils regardent pas, soit lorsqu'ils font, commencer à la fin, etc. C'est là où, en gros, je trouve que tu as moins le temps. C'est comme à l'époque, on était très excités avec Ali et Sabrina de bosser avec Ubisoft. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais au final, la première réunion était très gênante parce que... Bon, vous aimez bien les jeux Ubisoft? J'ai joué au premier Rayman sur PlayStation et c'est tout. En fait, un Assassin's Creed, ça prend un temps monumental, quoi. Donc...
c'était un peu gênant, mais ils ont rigolé. Et c'est des Américains, de toute façon, Oui, bien ils sont sûr, ouais. hyper good vibe. Oui, parce que vous traitiez avec la partie américaine. C'est ça, ouais. Et, San Francisco, je crois. Exactement. Et c'est génial parce que comme il y a 8 heures à peu près d'écart, nous, notre journée enfin, 18 heures ici, c'était l'équivalent de 9 heures pour eux à peu près. Ouais. Donc, ça 9-10 heures. Donc, ils commençaient à cette heure-là. Donc, nous, quand on terminait notre journée, on faisait une review. Ouais. Puis, on avait déjà nos retours pour le lendemain. J'étais dans les réunions cachées. Oui. Mais faut pas le dire. On coupera alors. T'inquiète, on coupera pas. mais non, parce qu'au final, à la base, on était dans l'optique de continuer avec eux. Hein, ça s'était bien passé. Ouais. Mais c'est le Covid, je crois, c'est ça qui a fait mis un stop. Alors, il y a eu ça, mais c'est qu'en fait, ils restructurent tout le temps. Oui, c'est vrai. C'est super chiant. Et ils avaient dit que soit on devait monter une boîte d'outsource officielle. Vraiment, avec un statut, vraiment carré parce qu'ils ne traiteraient plus qu'avec des boîtes d'outsource. Ouais. Et en fait, c'est là où c'était très compliqué et tout ça. Donc, on peut parler de ça aussi si tu veux. Mais... Ouais, on peut l'évoquer. Donc, sans rentrer dans les détails. Mais... Juste sur un point rapide. En gros, à la base, j'ai une amie. Alors, c'est marrant parce que si j'ai des étudiants qui m'écoutent, vous savez que c'est quelque chose que je mets tout le temps en avant en première année. Dès le premier cours, et je vous dis tout le temps, vous êtes vos premiers contacts du monde professionnel. Et à juste titre, parce que vous êtes amené à revoir des amis, des camarades de classe dans le futur et même travailler avec eux. Là, par exemple, c'était la petite amie d'un camarade de classe qui m'avait contacté, qui connaissait aussi Timothy, tout ça. Elle nous a contacté pour bosser pour Ubisoft, du coup, Montréal et San Francisco. Moi, évidemment, j'étais terrifié parce que je voulais aller vers du stylisé et c'est très réaliste ce qu'ils font à part les lapins crétins ou ce genre de choses. Là, on était sur du Tom Clancy principalement. C'est vrai. Et on a accepté. Finalement, ça s'est très bien passé. Tu peux le dire, ça ? Vas-y. Non, mais tu peux le dire, ça ? Ah oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. Les dia sont finis. Oui. Non, Tom Clancy, c'est des séries de jeux, donc ça précise pas. Oui, c'est vrai. À part Assassin's Creed Valhalla, qui lui n'est pas de Tom Clancy, je crois que tout le reste c'était du Tom Clancy. Oui. Et franchement, c'était super, quoi. Mais le truc, c'est que à un moment, ils ont commencé à dire est-ce que tu maîtrises tel outil, tout ça, et j'ai commencé à dire la 3D, honnêtement, j'en fais un peu, mais vous gagnerez à avoir un expert. Et du coup, j'ai introduit Ali. Et ensuite, ils m'ont. Franchement, ça c'est incroyable. Et je le souhaite à tout le monde. On vient te voir, on te dit est-ce que t'as des potes qui recherchent ? Ah ouais, c'est trop. Vas-y, on fait venir le crew, on fait venir Sabrina, on fait venir Ali. Et là, on a commencé à bosser sur. Alors, tout seul, j'avais bossé sur le jeu qui va sortir qui s'appelle. Alors, faut pas que je me trompe parce qu'il y a le nom de code de projet qui lui j'imagine est sur MDA. Je sais plus le nom du... ça s'appelle X-Defiant. Ouais, c'est X-Defiant. X-Defiant. Alors vous trouverez rien moi sur le net parce que ça a été une production un peu je crois qu'ils ont annulé le projet, ils ont relancé un truc, en fait il y a eu des... En fait, c'est un projet qui était un peu mort dans l'œuf. Je vais en parler assez franchement, je vais pas prendre de pincettes, mais en gros au début, il y avait par exemple des personnages, on a bossé dessus, c'était génial. Ouais. On fait une pause de 6 mois. On bosse sur Watch Dogs Légion, je crois. Ouais, c'est ça. On revient sur X-Defiant. Ils ont changé toutes les ethnies des personnages. C'est vrai, ils avaient tout changé. Et je soupçonne vraiment, pour avoir vu un peu les descriptions, que c'était purement marketing politique. Parce que au début, il y avait vraiment une certaine logique. Il y avait une logique dans les personnages. Ouais, il y avait des gens de l'Est, par exemple le Polonais est devenu Mexicain, tout ça et tout. C'est vrai, il y a eu beaucoup de changements. Mais les producteurs, je pense qu'ils faisaient des grosses réunions et qu'ils mettaient le point final sur les décisions. Ce qui est normal. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe surtout dans les grosses boîtes comme ça. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que le jeu au début était super. Donc, les designs des persos étaient très frais, très jeunes, très dynamiques. Carrément. On revient 6 mois après, on a l'impression que des personnes assez âgées sont venues dessus et on a l'impression de voir un jeu déjà ringard avant de sortir. Dans le sens où tu as l'impression qu'il a été fait par des vieux qui veulent avoir l'air cool, tu vois. Mais ça marche pas, en fait. Ouais. Et finalement, j'ai un étudiant qui adore ce que fait Ubisoft. Il m'a montré un peu les trucs les plus récents et je trouve que c'est déjà plus frais. Ils sont quand même revenus vers quelque chose de plus... de moins vieillot, quoi. Ouais. Donc, je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Ils sont plutôt bien sortis. Mais je crois que plus X-Defiant, j'ai pas joué, mais j'ai entendu ce nom, du coup, qui est revenu plus tard. Après, voilà. Mais apparemment, les gens le trouvent pas mal. Ouais, à jouer, apparemment c'est un bon truc, quoi. Donc je sais pas. C'est les retours que j'ai eu aussi de quelques personnes. Je sais pas si c'est représentatif, mais en tout cas, ils avaient l'air de dire que c'était plutôt amusant. Moi, c'était amusant. Ouais. C'était drôle. Après, c'est un peu le problème. Bon, est-ce que non, on va pas parler de ça. Ubisoft, je peux pas en parler. Enfin, je peux en parler, mais je peux pas tracher pour rien. Vas-y, tu veux dire quoi Non, je veux rien. En fait, c'est juste que si tu veux, en gros, pour Ubisoft, le truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils ont toute une équipe de personnes hyper talentueuses dans leurs entreprises. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est les choix finaux des projets sont souvent
Ouais, un peu genre on veut être cool, quoi. C'est ça, ouais. Et ça a détruit beaucoup des projets, je trouve, d'Ubisoft, qui a des bonnes idées à chaque fois. Assassin's Creed, ça a été révolutionnaire dans son temps, je trouve. Le premier jeu qui est sorti, je pense que tout le monde avait pris une claque de pouvoir se balader, ce machin et tout. Et en fait, ils ont un peu capitalisé sur ce système-là de récupérer faire des IP, en fait, comme la plupart des grosses sociétés de jeux vidéo ou même des films. Et ils ont perdu un peu, du coup, ce côté créatif qu'ils avaient, où ils inventaient des licences intéressantes. Que je trouve intéressante. Après, encore une fois, c'est un jugement personnel. Même si j'ai encore beaucoup d'admiration pour les personnes qui travaillent encore sur Assassin's Creed, par exemple, où c'est tout un travail de recherche historique et tout, qui sont hyper intéressantes. Mais bon, au-delà de ça, après... Je suis assez d'accord avec toi, parce qu'au final, est-ce que je m'amuse, quoi. Cette espèce de pattern qu'on retrouve du jeu qui sort de nulle part, Assassin's Creed, qui a un gros succès, qui est ensuite... vampirisé par des producteurs ou des gens vraiment qui sont là pour faire de l'argent. On retrouve en fait ce schéma, mais partout. Regarde Pokémon, c'est ce qui se passe. Il est pas si les Pokémon prenaient plus de temps à être développés, on aurait vraiment des petits bijoux. C'est un peu dommage. Les suites aussi. Regarde, là, avant de te rejoindre, j'étais dans le métro, je regarde un article Jurassic World Rebirth avec Scarlett Johansson qui sort en juillet 2025. Mais je croyais que c'était des conneries, tu vois, au début. Et en fait, non, il va sortir, voilà. J'ai lu le scénario. Ils veulent aller sur l'île pour récupérer l'ADN des 3 plus gros sauropodes ou je sais pas quoi, parce qu'il y aurait dans l'ADN quelque chose qui peut guérir une maladie, enfin quelque chose. D'accord. Sur le papier, ça a l'air vraiment étouffé, c'est bizarre. Et je me dis, mais ça s'arrête jamais. Or, on peut faire un petit peu une mise en abîme de Jurassic Park. On va parler de Jurassic Park à chaque podcast, j'ai l'impression. Mais John Hammond, à la fin du Monde Perdu, il dit, est-ce qu'on ne pourrait pas laisser ces créatures s'évanouir dans la nature et les oublier, en fait. Mais ça s'adresse aussi au bon film. Ça s'adresse au film. C'est créons de nouvelles histoires, créons de nouvelles licences. Je sais pas si ça a été une théorie mise en place, du coup, réellement. Enfin, réel, on va dire, de ce truc-là qui parle du cinéma aussi, Jurassic Park qui parle du cinéma. Et effectivement, c'est une bonne analogie pour voir que, effectivement, des fois, une œuvre se suffisant à elle-même, est-ce qu'on a besoin du coup d'aller plus loin que ça? Forcément, on a tous envie des fois de revoir des univers qui nous ont plu, etc. Parce qu'il y a la nostalgie qui rentre en jeu. Et sur ça, qui joue beaucoup en général. C'est puissant. Ouais, c'est ultra puissant. C'est normal. Là, Beetlejuice 2, là, qui est sorti. J'ai toujours pas vu, mais peut-être qu'il est bien. J'ai été le voir et j'ai passé un très bon moment. J'ai juste eu un reproche à faire, mais après, j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec personne. Je trouve que le film est très mal rythmé. Y a des temps morts ouf, ça s'accélère d'un coup, c'est très étrange. Donc, du coup, on ressent pas trop ce fanservice qui... Non. En fait, ce truc où on dit, t'aimais bien là dans les années 80 ce film-là? Ah non, t'as pas de choses plutôt gratuites. Il se concentre uniquement sur son sujet et il ne tergiverse pas sur des choses juste pour faire des trucs gratuits. Et c'est très drôle, il s'imbrique parfaitement et le développement des personnages, il est logique. Même si, je sais pas si t'es au courant, mais le père de Lydia du 1, j'ai vu, il y a eu une grosse polémique et tu vas voir ce qu'ils ont fait dans le film. Apparemment, j'ai pas vu, mais j'ai entendu. Ce qui s'est passé, je suis pas au courant de l'histoire, mais en gros, on va pas en parler. il a sauté. Il était il a eu un gros problème avec lui. Bon, ça ne nous regarde pas. Et du coup, pour en revenir, parce que on va revenir petit à petit dans les sujets, mais oui, on parlait justement des licences qui sont là pour faire beaucoup d'argent, et c'est vrai que c'est très agréable dès que tu vois une nouvelle œuvre ou un nouveau jeu ou autre chose de frais qui arrive. Carrément. Et j'aurais voulu avoir ce ressenti là récemment. Là, on va en parler vite fait. Mais est-ce que tu as vu Megalopolis avec Adam Driver? J'ai toujours pas vu. Mais alors, je connais l'histoire un peu de tout ça. Du coup, c'est Coppola du coup qui a fait ce film-là, c'est ça, on est d'accord? Qui a mis plusieurs années à le réaliser. Tout à fait, ouais. Mais au-delà de ça, j'ai pas voulu me renseigner beaucoup plus, justement parce que je voulais le découvrir par moi-même. Je dirais rien. Je me suis renseigné après coup. Je sais juste qu'au début, il avait des acteurs comme DiCaprio. Ça a beaucoup bougé. Parce qu'au début, le film devait être fait il y a 20 ans. C'est ça. Il avait évidemment un panel d'acteurs qui était à la mode, donc c'était DiCaprio et je sais plus qui. J'y suis allé juste parce que j'ai vu le trailer, tu vois. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais je m'attendais quand même à quelque chose qui était vendu par le trailer. Et je vais pas spoiler ou rentrer dans les détails pour pas te gâcher l'expérience, mais je suis ressorti, j'étais très énervé. Et ça m'est pas arrivé depuis Star Wars 8, je te jure. Je rageais, mais j'étais en mode... C'est un peu les retours que j'ai entendus, mais moi j'avais pas... Enfin... Voilà. Mais j'ai envie d'aller voir et me dire, ok, qu'est-ce que je vais voir? Et si je suis déçu, je suis déçu personnellement. Mais pourtant, j'ai pas d'attente. Je m'attendais à rien, j'ai parlé avec personne. Vraiment, j'y suis allé vraiment sans avoir connaissance. Et après, je suis allé voir les avis sur le net et j'ai vu que c'était le ressenti de 80% des gens. Et je sais
pas pourquoi. Et après, je me suis dit, je vais le revoir quand même. Ah, tu vas partir le voir Alors, deux fois, alors pas au cinéma, je vais attendre un peu Ouais, quand même. ok. On m'a dit, ouais, t'es chaud quand même. Hein. Ouais. J'ai fait, ouais, parce qu'en C'est fait, 3 heures, non, en plus 2h20, 2h20, parce ah, que bon, ça va. je soupçonne que j'ai... Ouais, à un moment, je me suis endormi, c'est vrai. Donc, rien que ça, Ok. j'ai pu louper quelque chose. Mais ouais, j'aime bien donner une deuxième chance quand même au film en me disant, ouais, il y a peut-être des choses que Mais j'ai en fait, pas captées. c'est ça. Et puis, c'est ça qui est compliqué. Bon, là, du coup, je fais juste un petit parenthèse. Quand tu regardes des œuvres, il faut être dans des... J'ai l'impression qu'il faut être dans un mood particulier pour les accepter. Oui. Et ce qui arrive avec des films qui n'ont pas marché à une certaine époque parce que les gens n'étaient pas prêts à les réceptionner, qui marchent après, des années après. Du coup, ouais, ça revient un peu à ce truc-là. Peut-être que tu avais, pendant le premier visionnage, je sais pas, tu avais mal mangé. Du coup, du coup, tu vois le truc différemment après, quoi. Non, j'avais quand même une attente assez particulière, on en parlera, je pense, après coup. Et quand j'ai vu que cette chose n'était jamais venue, j'ai fait je me suis senti un peu trahi par rapport à ce qu'on avait essayé de me vendre. Mais bon, on va pas s'attaquer à des critiques de film aussi, mais c'est intéressant d'en parler. Donc pour en revenir, oui, on parlait du coup des œuvres justement d'Assassin's Creed, ce qui nous fait revenir à Ubisoft et comment ça s'est passé justement tout ça. On était avec Ali, Sabrina et moi-même à bosser sur Ubisoft. À un moment, je leur dis, écoutez, avec tous nos clients réunis, on a quand même un joli petit panel de clients pour qui on a travaillé. Ouais. Est-ce qu'on créerait pas une petite structure d'outsource ou quelque chose comme ça? Donc c'est parti de là. Et comme on avait chacun de notre côté des clients qui en plus des fois demandaient des choses qui nécessitaient plusieurs personnes ou les compétences d'un 3D artiste ou ce genre de choses, on s'est dit pourquoi pas. Et en fait, je sais pas si tu te souviens, on est allé vous voir avec Pierre, qui était dans l'épisode 2 de notre podcast, et on s'est dit, c'est cool, on est 5, c'est super. Il y avait aussi Marca qui était là, Marc-Alexandre, un ami à nous qui est plus spécialisé en viro, et là on s'est dit, mais on a vraiment tous les corps de métier pour répondre à des trucs super. C'est vrai qu'on était... Et là, il y a une pépite qui est arrivée, on nous a contactés par l'intermédiaire d'une amie, parce que c'est beaucoup les contacts de toute façon, pour un film. C'était Wadé. Je te rappelle. Je m'en souviens. Et là, on s'est dit, c'est parti, l'aventure commence. C'était prometteur. Donc en fait, on est venu nous voir. Alors, je vais peut-être pas dire le nom parce qu'encore une fois, je suis assez prudent pour. Peut-être qu'après je me lâcherai, mais on sait jamais. Mais c'est quelqu'un qu'on aime bien. Il y a aucun souci. C'est quelqu'un d'en or, adorable et passionné. Vraiment, donc il est venu nous voir pour en gros nous proposer de conceptualiser en gros des illustrations, des concept art pour son projet qui devait être un film. Et finalement, il a eu un accident, un gros problème de santé qui fait que ça s'est arrêté d'un coup. C'est ça. Et ça nous a vraiment coupé ça nous a coupé dans notre élan. Parce qu'en fait, on était en plein, du coup, on était en pleine réflexion de ce truc-là, même si c'était encore le début du projet. Et c'était un peu, c'était soudain, quoi. D'un coup, paf, on passe à autre chose et c'était un peu triste, surtout comment ça s'est passé, mais bon. Ouais, puis pour la personne aussi. La personne va bien, elle est en bonne santé aujourd'hui. Oui, maintenant ça va. Mais c'est vrai que sur le coup, déjà, oui, c'est sûr, on était inquiets, même pour le projet, pour lui, enfin pour tout, en fait. Non, vraiment, moi, j'étais quand même inquiet pour le mec en question. Le projet, c'est vrai que c'est dommage, mais pour le mec en question, c'était fou quand d'un coup, tu fais, ah putain, d'accord, bon, Et au final, après, ça nous a vraiment ralenti. Et puis, on a tous commencé à avoir des opportunités plus de l'ordre de l'individuel. C'est ça, et ça nous a plus ou moins suffi. Ça a séparé le groupe. Ça a séparé le groupe, On a perdu notre batteur. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu le groupe de musique qui se sépare. C'est ça, ça sépare pas vraiment. Il n'y a pas eu de dire, bon, allez, ciao, quoi. C'était juste, on avait chacun des trucs de côté qui sont arrivés, sur lesquels on ne pouvait pas caser d'autres personnes. C'est ça, Des trucs individuels, en général. Et du coup, ce qui a fait que ça a petit à petit écarté, du coup, la structure. Et en fait, du coup, c'est Covid, du coup, qui nous a... C'est à ce moment-là, du coup, juste après Covid... Il y a eu ça, le Covid, qui a été assez pénalisant. En fait, le Covid, c'était hyper particulier, surtout pour l'industrie du jeu vidéo, du film d'animation. Ouais. D'un coup, tout s'est arrêté. Donc, tous les studios s'étaient arrêtés, toutes les demandes sont arrêtées. Bon, je pense pour tout le monde, mais voilà. Mais d'un coup, ça s'est arrêté. Et puis après, pendant le confinement, les studios se sont rendus compte, mais les gens, ils jouent aux jeux vidéo. Et oui, ils font que ça, il y avait que ça à faire. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une énorme remontée de l'industrie du jeu vidéo et du divertissement de manière générale, qui a décidé du coup d'employer beaucoup de personnes, même trop de personnes du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des gros licenciements là en ce moment, en répercussion, parce qu'ils se rendent compte que c'était un besoin qui était au moment T du Covid, les gens avaient besoin de jouer, de s'évader.
Maintenant, les gens ont repris leur travail et du coup, voilà. C'est un peu triste, mais c'est ce qui s'est passé. Et là, c'est tout à fait ça. Hein. Et en plus, il y a eu, ça date maintenant 1 an peut-être ou 2, la grève des scénaristes qui s'était amorcée. Ouais. Bah là, il n'y a pas une nouvelle grève ou un truc dans le genre, je crois. Bon, je sais plus. Je sais pas, j'avoue que je suis pas au courant de ça, mais... Si, je crois qu'il y a une nouvelle grève qui concerne autre chose, mais ouais. Mais en tout cas, il y a du travail qui est revenu parce que là, je regardais notamment une émission d'un gars sur le net qui disait mais vous avez vu qu'il y a un blockbuster, voire 2 par mois qui sortent à partir de 2025. Là, ça enchaîne. Ouais, ça enchaîne. Ouais. Il va y avoir plein de trucs et tout. Donc là, la machine est réamorcée. Donc on est plutôt bien. Il y a aussi, j'ai pas vraiment d'infos officielles là-dessus, mais je vois sur LinkedIn et tout ça que en ce qui concerne l'intelligence artificielle, ça a l'air de se cadrer un peu plus. Ouais, il y a maintenant une professionnalisation de ce qu'on cherche en IA. C'est pas genre, c'est Jean-Michel de la compta qui va faire l'IA. C'est quelqu'un peut-être qui va connaître, enfin qui a peut-être même codé ou programmé des trucs en algorithme, etc. pour les studios, des trucs des trucs, comment on dit, des trucs qui appartiennent à la société, quoi. C'est très bien que tu parles de l'IA parce que c'est une question qui revient très souvent. Alors, je vais pas encore faire les questions évidemment des abonnés, je les ai gardées pour la fin, mais c'est un sujet qui revient souvent, une préoccupation. On avait peur notamment à un moment de se dire les écoles d'art vont couler parce que tout le monde voit l'IA et voilà. L'école où j'enseigne là, cette année, donc là je suis à Yardsup, il y a aussi Gobelin, mais à Yardsup ils ont jamais eu autant de première année que cette année. Ouais, pareil pendant mon école. Ouais, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a une effervescence. Et l'IA ne va pas brider on va dire la dimension pédagogique en tout cas de notre métier. Ouais, ou l'aspect créatif dans certains aspects. Ouais, en fait, on peut. Ouais, en fait, c'est vrai que l'arrivée de l'IA a bouleversé pas mal de choses pour les personnes qui faisaient que de la 2D, parce que d'un coup, tout le monde pouvait faire une image. Et alors je parle comme si c'était il y a 100 ans, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et mais c'est juste que ça va très vite maintenant dans l'IA. Maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est de plus en plus efficace, de plus en plus rapide, de plus en plus précis sur ce qu'on veut. Donc, ouais. Et ce qui est cool, c'est que les gens... moi, j'étais très sceptique face à ça, hein, quand je pense que beaucoup de personnes. Et face du coup à la perte des métiers d'artisanat, quoi, de dessin, de tout ça. Et rapidement, on a trouvé du coup une manière pour l'IA d'en faire un outil et pas juste un produit où on en sort directement, quoi. Donc c'est intéressant maintenant que ça devienne un peu un support en plus pour les artistes pour alléger leur travail et proposer un peu plus de créativité, enfin laisser un peu plus la créativité parler plutôt que la technique, même si la technique est toujours importante. Mais pourquoi pas, en fait, maintenant j'ai un peu un regard décalé sur l'IA où avant je trouvais ça horrible. C'est toujours un peu horrible les images d'IA, hein, mais c'est pas ça tant qu'on cherche, c'est plus comment s'en servir pour que ça soit utile et ça permet d'accélérer un peu le processus de travail. Parce que c'est un peu un problème, c'est que tout ce qu'on fait est très long, quoi. Genre les productions de jeux vidéo, les films, tout ça c'est très long à faire. Donc voilà, ouais, effectivement l'IA ça peut être un outil hyper puissant pour ce truc-là. Après à voir comment réglementer, comment la société peut réglementer ça pour pas que ça en devienne un robot qui va juste remplacer un artiste, quoi. Là, tu soulèves un point très intéressant. Tu as dit ça allège notre part du travail et je suis complètement d'accord. En fait, quelqu'un qui n'est pas artiste qui utilise l'IA, j'en ai vu des exemples sur le net. Ils vont générer des images, ils essayent de les vendre dans l'état. Donc ça, je trouve que c'est le plus gros scam qui existe. Par contre, j'avoue, et j'en ai déjà parlé dans les autres émissions, j'utilise l'IA, mais de manière, on va dire, structurée. C'est-à-dire que ça m'arrive... je vais sur Pinterest, je cherche des références. Bon, il y a beaucoup d'images générées par l'intelligence artificielle. Mais j'ai moi-même un petit compte Midjourney. Et par exemple, quand je dois générer des images et que j'ai du mal à trouver des idées, je demande à Midjourney de me générer des trucs. Et là, je dis, j'y avais pas pensé. C'est ça, en fait, ça devient juste... C'est pas mal, C'est une banque d'images qui va permettre un peu de débloquer effectivement des idées, C'est du brainstorm, en fait. C'est de l'émulation. Il faut à terme, j'espère pas que ça soit du coup, j'appuie sur un prompt et on sort l'image directement. Voilà, c'est ce que les gens pensaient que ça allait être. Mais c'est bien que ça soit du coup effectivement un outil qui permet de savoir dans quelle direction on va aller, comme une banque d'images sur Pinterest ou sur ArtStation. Le but vraiment, c'est d'émuler. Par exemple, à un moment, il m'a sorti... je générais des créatures en monstre arbre pour voir un peu les idées. Et en fait, il a fait un bug d'itération avec la présentation. Et moi, j'ai vu quelque chose qui n'était pas volontaire. Et je me suis dit, putain, l'idée est géniale. En fait, il y avait le monstre arbre et il y avait un nid.
une sorte de nid d'oiseau, mais qui faisait une espèce de mâchoire qui expulsait des œufs. Mais c'était pas volontaire, ça se voyait que c'était juste un truc mélangé. Ouais, c'est comme lire dans les nuages, quoi. Comme exactement. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant, parce que tu peux te dégager des idées et des pistes intéressantes. En fait, toute l'étape, alors je sais pas comment décrire ça, mais toute l'étape qu'on pouvait avoir, genre de conceptualisation, quand on commence à dessiner avec des formes, avec des grands pinceaux, etc., où on commence à chercher des shapes et tout ça. C'est ce que l'IA fait même par elle-même, en fait, parce qu'elle commence par des shapes, etc., puis après, elle va de plus en plus précis. Et nous, en fait, grâce à ces images-là que l'IA produit, on peut dire, d'accord, on arrive à avoir des formes qui peuvent nous intéresser, des éléments design ou des couleurs qui peuvent du coup nous rappeler des trucs et dire, ça, je peux l'intégrer du coup dans l'idée que j'ai de base. Et que ce soit pas l'IA qui nous serve à la fin d'un produit et qu'on va tout de suite utiliser, quoi. C'est ça, parce que ça reste quand même très générique ce qui est fait, et même si il y a tout le problème aussi. Il y a du render, c'est joli, mais. Ouais, c'est ça, c'est joli. Mais après, c'est tout le problème aussi de l'IA, enfin des IA, on va dire, génératrices d'images, là. C'est quoi les banques de ressources, les ressources qu'elles prennent de base, quoi. C'est ça le problème, en fait. Est-ce qu'elles vont chercher des images qui ont été libres de droit? Ça m'étonnerait. Et c'est terrible parce que. Ou des artistes, du coup. Tu vas voir des images où tu vas dire, par exemple, fais-moi un dessin dans le style de l'auteur de Corto Maltese, et il va te sortir un truc pareil. Ouais. Et là, c'est là où, éthiquement parlant, je sais pas comment me positionner. C'est pas parce que j'ai pas de dignité ou quoi que ce soit, c'est juste que je sais vraiment pas. Ouais, moi non plus. Quand moi, je prends des références de Corto Maltese, que j'essaie de faire une image dans son style. Du coup, c'est légal. Ouais, mais c'est filtré par ton cerveau. C'est ça, voilà. Là, le problème, c'est que c'est filtré par des machines qui te sortent directement le truc. Oui, effectivement, c'est c'est un peu compliqué de se positionner là-dessus. C'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Là, ça se trouve, dans 2 mois, je vais en reparler et je vais dire l'opposé. C'est ça, je suis d'accord. Moi, c'est un peu pareil. Je sais pas sur quel pied danser. Actuellement, c'est un outil. Et demain, ça sera peut-être un remplacement, mais on ne sait pas. Il faut aussi se mettre à la place peut-être de l'artiste qui se fait voler son image. Ça, c'est un délire. Quelqu'un vient des images qui sont exactement dans le même style que toi. C'est ce que ArtStation avait eu comme problème. Je sais pas si tu te souviens, il y a eu un gros. C'est à cause de ça, il y a eu Cara derrière qui a été créé, tu sais. Oui, tout à fait. Je sais pas si on a déjà parlé dans les podcasts, si tu veux en parler. Cara, alors c'est une plateforme qui a été inventée pour concurrencer un peu ArtStation et qui fait un peu un mix de ArtStation et Instagram dans la manière d'être. Parce que, en gros, eux, leur politique, on va dire, c'est qu'ils ont des outils de filtre anti-intelligence artificielle pour justement détecter ces images et qu'elles soient, si elles sont uploadées, détruites ou supprimées automatiquement. Exactement, ouais. Et ce qu'ArtStation n'avait pas fait, du coup, ce qui était un peu la fête à la saucisse à ce moment-là, genre vu que c'était l'explosion un peu de l'IA génératrice, il y avait la ruée vers l'or. C'est la ruée vers l'or, ouais. Tout le monde s'est... il y a eu des gens qui ont désactivé leur compte à tout jamais d'ArtStation, des gros artistes qui sont partis d'ArtStation à cause de ça. Mais je crois qu'ils sont un peu revenus sur leurs pattes. J'en ai vu certains revenir, ils avaient enlevé toutes leurs images en mettant juste une image d'IA barrée. C'est ça, ouais. Et récemment, j'ai vu notamment des artistes comme Baldi qui sont revenus et qui ont remis toutes les images. Mais je pense que c'est pas un retournement de veste, c'est juste que ArtStation non, clairement pas, se repositionner. Oui, je crois qu'ils sont repositionnés sur, effectivement, parce qu'en fait, c'était vraiment, c'était devenu la banque de données pour les IA de récupérer. C'était un peu le chaos à ce moment-là, parce que t'as des gens qui disaient t'es encore sur ArtStation et tout, donc tu diabolisais certains, et il y en a qui disent oui, mais moi si j'y suis plus, j'ai plus de travail, donc... on dit ça comme si c'était il y a longtemps, c'était l'année dernière. C'est ça, c'était très récent. En fait, le truc, c'est que ça va tellement, tout va vite, quoi. Dans le domaine de l'IA, mais comme dans notre travail, ça va hyper vite, les outils, ils évoluent hyper rapidement. Il faut être hyper hagard, en fait, hyper précis. Ouais, genre, être là pour savoir quel outil tu vas utiliser plus tard. Tout à l'heure, tu parlais de la 3D. Tu disais, c'était un peu rebuté la 3D. Et du coup, tu as commencé un peu à reprendre la 3D de ce que j'avais compris. Tu as un peu utilisé la 3D pour t'en servir d'outils. Ouais, la 3D, je m'en sers même avec Blizzard, par exemple. Ouais. Là, si vous voulez, je vais vous afficher une carte justement que j'avais faite. Et vous avez une enclume. L'enclume, là, je peux vous montrer la base 3D sous Blender. Cette base 3D, en fait, je l'ai mis dans 3 angles différents pour faire une composition. Et ensuite, j'ai redessiné par-dessus parce que c'est un gain de temps fabuleux. C'est un gain de temps, ouais. C'est un peu le même truc que pour l'IA. C'est ça, voilà. Tu peux gagner du temps. Mais aussi, il ne faut pas oublier quelque chose. Est-ce que vous faites une œuvre d'art pour un musée ? Oui. Ou est-ce que vous faites une image qui répond à une problématique pour un client ? Et c'est 2 choses très différentes. La production et l'image, on va dire, personnelle, sont 2 choses différentes. Vraiment, Si je bosse, par exemple, pour Blizzard, à un moment, ils m'ont demandé pareil de designer un thrall avec le marteau du destin, une arme très célèbre, le Doom Hammer, comme il l'appelle là, avec mon accent de merde. Et franchement, je suis allé sur le site Fouet, j'ai vu le modèle 3D, j'ai pris un screenshot et j'ai redessiné. Et je m'en suis pas caché auprès de mon directeur artistique.
Même lui, il est d'accord, il dit ouais, tu vas gagner du temps. Bah oui. Bien sûr. En fait, on est payé au forfait, ça. En fait, c'est un peu le truc que je dis aux élèves, c'est qu'en fait, il faut avoir les fondamentaux pour commencer à tricher. C'est ça. Il faut connaître les règles. Il faut connaître les règles pour les enfreindre. pour les enfreindre. Merci. Alors, on veut pas faire de vous des hors-la-loi, hein. Attention. C'était mieux fait. Mais ouais, c'est effectivement, c'est connaître tous ces systèmes-là, donc tous les fondamentaux, les perspectives, les volumes, les lumières, machin, pour après savoir comment les utiliser par la suite. C'est entre guillemets gagner du temps, quoi. C'est ça, c'est la base de la règle de la composition. Quand on vous apprend la composition en dessin, on vous apprend la règle des tiers et on vous apprend toutes ces règles parce qu'après ça vous permet de venir les casser c'est ça, pour créer autre chose. C'est typiquement ce que vous avez avec le travail de Wes Anderson qui lui abuse de la symétrie, mais à tel point que c'est son identité. C'est ça. Et quelqu'un qui maîtrise la règle des tiers vers le travail de Wes Anderson, il dirait mais ça me choque. Mais en même temps il revendique très franc, en fait il faut théâtral. Exactement, en plus Wes Anderson, c'est comment, il a été un peu disruptif dans sa manière de composé, et c'est ça qui fait du coup maintenant son identité. Tout le monde le connaît grâce à ça, quoi. Il a vraiment son identité, c'est marrant, hein. Un des trucs je pense qu'il représente le plus, c'est le personnage qui parle de face et quelqu'un en arrière qui fait un petit truc mais qui attire l'œil. Et c'est très intelligent parce que c'est ce qu'avait expliqué un de mes profs quand on étudiait à l'école Méliès et qui a inspiré Miyazaki. Alors je vais vous expliquer, je vais vous raconter. Père Castor. En gros, Méliès expliquait pour qu'un film fonctionne, il faut tout le temps qu'il y ait quelque chose qui bouge à l'écran. Pour pas qu'on ait l'impression de regarder une image fixe. Et évidemment, tout ça a évolué. On adore regarder des paysages contemplatifs dans certains films, c'est agréable. Et en gros, Miyazaki, si vous regardez vraiment ses films, on va prendre le début de Porco Rosso, par exemple. Tu vois, quand les pirates, ils enlèvent les petites filles, ça grouille de plein de petits persos. Tu sais, ces plans éloignés très Ghibli, où tu vois tous les bonhommes qui courent de partout, pareil dans Sherlock Holmes, ce dessin animé. Mais ça, c'est typiquement du Méliès à l'ancienne, c'est-à-dire ça bouge de partout, ça grouille, c'est vivant, et je trouve que c'est magnifique, quoi. Donc, pourquoi on parlait de ça déjà? Attends, parce qu'on parlait de composition Wes Anderson et tout ça. Wes Anderson et tout. Et du coup, c'est pour ça que dans Wes Anderson, on a un personnage fixe, mais on doit quand même avoir quelque chose qui se passe pour pas perdre l'attention. Alors, on parle pas non plus de gens qui ont des grosses déficiences d'attention non plus, mais même le spectateur lambda, c'est quelque chose qui va mieux fonctionner avec lui si on a un peu d'attention derrière. Après, de toute façon, toutes ces œuvres-là évoluent avec le temps et avec aussi la manière dont on appréhende l'image. Aujourd'hui, les générations qui arrivent, qui sont là, sont inondées d'images. Donc effectivement, tu fais pas le même rythme que dans les années 60, quoi. Tu regardes un film des années 60, t'as l'impression de t'emmerder, alors que c'était juste le rythme de ces films-là, quoi. C'est ça, c'était très contemplatif. Et aujourd'hui, on est vraiment, je pense qu'on a atteint, même il y a très peu de temps, le pic. Le pic, Parce que, alors je sais pas si on va en parler rapidement, parce que j'ai vu à travers ce YouTuber qu'il y avait du changement, de MrBeast. Alors pas trop, mais je vois. Je le connais. C'est pas avant de m'intéresser à certains outils, parce que j'ai notamment fait des recherches pour trouver un outil qui pourrait en gros doubler ma voix pour avoir les podcasts, que j'ai aussi pas mal d'espagnols et d'anglophones qui nous suivent, et ils aimeraient suivre, et à part les sous-titres YouTube, il n'y a pas grand chose. Et lui, il utilise un outil que j'ai testé vite fait, qui permet en gros d'avoir, alors c'est une IA pour le coup, mais je trouve que l'outil est quand même superbe, et c'est marrant parce que mon frère veut travailler dans le doublage, lui, donc il n'est pas trop chaud avec ça, mais après j'ai pas les moyens de payer des doubleurs. Si après j'ai les sous, honnêtement, je paierais quelqu'un pour doubler, vraiment. Mais pour le moment, il me faut quelque chose qui puisse gérer avec mon budget. Et c'est un outil qui double la voix, mais qui garde ta voix et ton timbre et ta manière de t'exprimer. Oui, je vois très bien. Et j'ai testé vite fait avec un Reels en le passant en anglais, et c'est impressionnant. Très impressionnant. Et il y a même le petit accent français. Donc ça permet de rester quand même le petit français qui parle une autre langue, quoi. Donc, mais là où je voulais parler de lui précisément, c'est que en gros, j'ai vu une analyse de Fabien Olicard que je regarde de temps en temps, et il expliquait, ce youtubeur, mais c'est un truc de malade. Il te fait passer 1 minute, t'as l'impression que t'as regardé 1 heure, parce qu'il se passe 1 milliard de trucs. Et il expliquait que depuis 2-3 mois, il a revu un petit peu sa ligne éditoriale. Tu parles de MrBeast là, du coup? De MrBeast, Et il expliquait que MrBeast a revu un petit peu justement sa manière de monter ses vidéos, et il est sur des vidéos plus longues, des plans plus longs, il prend le temps de présenter plus les gens pour créer de la proximité, et ça change un petit peu tous ces critères justement qui à la base étaient très axés vers la vitesse, la surabondance et tout, et je pense que c'est parce qu'il est très copié aussi.
et que les gens ont en plus besoin de se reposer, de se relaxer peut-être aussi. Donc, alors oui, il y a ce truc-là, et du coup, parce que du coup, on revient un peu à ce truc-là de l'image et de comment on accède à l'image. Aujourd'hui, avant, pour voir l'image, tu allumais la télé, tu devais te mettre devant ton poste de télé pour regarder un truc. Là, aujourd'hui, tu as ton portable, donc tu as toujours un accès à l'image, tu as des applications qui te permettent d'avoir du contenu tout le temps. Donc forcément, ça va un peu altérer la manière dont tu être intéressé par une œuvre, que ce soit un film ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que le rythme, etc., il y a des gens qui en profitent pour faire des trucs un peu plus contemplatifs ou des trucs un peu vénères qui marchent très bien aussi, genre Spider-Verse. Oui. Spider-Verse, c'est hyper actif, quoi, genre du début jusqu'à la fin. Genre ça t'en prend plein les yeux, c'est coloré et tout ça. Alors que t'as d'autres films qui proposent des alternatives où c'est plus contemplatif. Donc ouais, carrément. Ça, je pense que c'est un marqueur aussi de l'époque dans laquelle on est. Oui. Où les gens veulent être un peu genre loin de tout, hors de la ville, ou être dans la ville et être hyper surstimulé quoi, par des choses. Quoi. Ouais, t'as différents types de publics, je pense. Ouais. Et t'as même différents types de publics chez une même personne. Ouais, carrément. Moi, j'aime les deux. Hein. Ouais, t'as envie parfois de te détendre et des fois, t'es pas contre un bon blockbuster. Oui, carrément, ouais. Qui t'en met plein les yeux. Popcorn un peu, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et sinon, Mathieu, alors j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose qu'on a un petit peu foreshadowé, qu'on a un peu teasé tout à l'heure, c'est que on va raconter un peu ce qui s'est passé. Je pense que c'est mieux que de tourner en rond. Oui, c'est vrai, ouais. On a décidé de faire un tour au musée d'Orsay avec toi et il y avait Pierre également il y a quelques mois. Ouais, avant les vacances. On se balade et là, on arrive dans une partie du musée qui annonce une grosse expo temporaire, je crois. Et il y avait des grosses images et on a tout de suite vu que c'était du numérique. Ouais. Et c'était tes images. Ouais, c'était mes images. Alors, pour expliquer un peu toute la genèse, alors, effectivement, c'est teasé, c'est en mode Mathieu Flamut exposé à Orsay. Mais alors, c'est pas vraiment ça, mais oui, il y a un peu de ça. En gros, j'ai été contacté. Alors, j'explique un peu pour le préambule, ça peut être intéressant aussi pour les gens pour savoir comment on peut être démarché par des studios, etc. En fait, souvent, l'artiste, quand il n'a pas en freelance en tout cas, quand il n'a pas de contrat, il va faire des productions personnelles pour pouvoir montrer dans ce portfolio ce qu'il a envie de faire. Et du coup, moi, j'avais envie à ce moment-là de faire des panoramas. Voilà, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire des vues 360 d'environnement peint, en fait. Donc pour les personnes, c'est équirectangulaire. Voilà, si vous voulez voir sur internet, ça ressemble à ça. C'est des maps. Moi, carrés, je vais l'afficher sur ton ArtStation comme ça. Tu peux voir. Voilà, vous pouvez le voir du coup ce que Mathieu y fait. Et du coup, oui, du coup, j'ai été contacté par cette société-là. Donc, la société s'appelle Emissive VR, qui s'occupe en fait de travailler avec le centre des monuments nationaux et notamment des musées aussi. Et qui, en fait, les musées vont demander des expériences en VR autour d'un thème. Donc, il y a eu Notre-Dame, il y a eu l'Égypte, les pyramides de Khéops, pardon, le Muséum d'histoire naturelle avec les dinosaures, etc., sur lequel j'ai travaillé aussi. Donc là, par exemple, là-dessus, pour un peu expliquer, ça peut intéresser les gens. Bon, après, c'est... Voilà. Mais en gros, j'ai dû... vu que la VR demande beaucoup de ressources, et en fait, ils voulaient avoir des casques portables, et pas avec un sac à dos derrière, il fallait que le jeu soit hyper bien optimisé. Donc, c'est un jeu ? Ouais, en fait, c'est dans un moteur de jeu, c'est Unity, tu vois. D'accord, ok. Donc, en fait, c'était un casque, tu vois, je sais plus c'est quoi, c'est MetaQuest, ou genre, tu vois, genre portable. Et tu te balades à l'intérieur en VR et tu as une expérience. Donc, par exemple, pour Muséum d'histoire naturelle, donc c'est les mondes disparus. Et le monde disparu, en gros, c'est basé sur, du coup, c'est les nouvelles des films aussi de Jurassic Park, etc. Et en gros, c'est une aventure où tu vas d'époque en époque jusqu'à la création de la Terre, dans un futur assez proche. Et en fait, tu voyages dans ces périodes-là, tu vois des dinosaures, etc. Donc pour les enfants, c'est fou, hein, genre t'as un casque, tu vois des T-Rex et tout. Mais moi à l'époque, j'aurais trippé. Hein. Ah, moi, ça me donne envie. Ah ouais. Mais en fait, c'est ce que j'aurais voulu faire quand j'étais gamin, d'une certaine manière, parce que j'avais un peu un attrait pour l'archéologie. Jurassic Park, ça a marqué tout le monde, quoi. Et même Indiana Jones d'une certaine manière. Tout à fait, ouais. Et du coup, travailler sur ce projet-là, c'était hyper intéressant. Donc ils m'ont contacté pour ces projets-là. Et ils m'ont contacté aussi pour un autre projet qui est du coup une expérience sur l'impressionnisme où en fait on suit les peintres impressionnistes de cette époque-là, leur évolution. En fait on va voir Monet qui dessine un coucher de soleil, on va voir comment ça se passe, l'atelier Nadar qui est, je sais pas si tu vois ce que c'est, l'atelier Nadar. Bien sûr. Voilà, qui est un atelier du coup qui a ramené du coup plein de peintres impressionnistes de l'époque et tout ça. Et en fait on fait cette visite-là en VR.
Et moi, ils m'avaient contacté, eux, ils étaient en pleine production, du coup, moi, je travaillais en même temps sur d'autres choses, etc. Et ils m'ont contacté juste pour faire des images commerciales, marketing, plus ou moins, en fait, de ce projet-là, pour les afficher dans le musée. En fait, qui va servir, du coup, de dire, bah, c'est là que ça se passe, quoi. Et du coup, c'était effectivement des grandes affiches, alors pour décrire, je sais pas si tu pourras les montrer. Mais oui, effectivement, on voit la ville de Paris d'extérieur, puis on voit aussi une scène à l'intérieur de Nadar. Donc voilà, effectivement, ouais, ça c'était cool de travailler là-dessus parce qu'en plus, ce studio-là, il travaille directement avec le lien avec les historiens, pardon. Mais moi, si je suis freelance, en fait, j'ai des liens directement, j'ai toutes les ressources nécessaires pour travailler là-dessus. C'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant parce que au-delà du fait que ça soit une œuvre, comment dire, au-delà du fait que ça soit un divertissement à la fin. Toute la partie de création qui est de savoir ce mec-là à cette époque-là il n'existait pas ou ce peintre-là il a fait ça pendant cette époque-là ou les dinosaures par exemple moi j'ai appris des trucs que certains dinosaures n'avaient pas vécu dans les mêmes périodes. Enfin, je savais un peu ça d'une certaine manière, mais il y a des dinosaures qu'on pouvait pas voir du tout ensemble alors que Jurassic Park nous les présentait ensemble. Oui. Ou des trucs comme ça. J'ai appris plein de choses comme ça grâce à ça, et ça qui est cool aussi, c'est que certains projets donc là ça me plaisait déjà de base, mais même si ça nous plaît pas, on peut déjà apprendre plein de trucs en les faisant. Ça te cultive énormément. Ouais, ça ne serait-ce que la phase de recherche préliminaire où tu dois vraiment aller t'enrichir pour être sûr que tu maîtrises le sujet. Ouais. Parce que si on te fait bosser sur un truc et que t'as aucune sensibilité, ça risque d'être compliqué. Après, c'est ça qui est cool, c'est que en général les studios font en sorte de te briefer assez bien. En tout cas, ce studio-là m'a hyper bien briefé sur pas mal de trucs, et en me disant voilà, si t'as besoin de plus d'informations, n'hésite pas. Et genre ils avaient du coup tous les historiens qui travaillaient avec eux, parce que forcément si c'est les centres, si c'est les monuments français, c'est les musées français qui veulent ces expériences-là, ils veulent que ça soit hyper fidèle. Donc ils ont les historiens qui vont dire ça se passe comme ça se passe comme ça, et du coup derrière le game design, et du coup derrière les concept art et les illustrations. Donc voilà, hyper intéressant en tout cas d'avoir travaillé sur ces projets-là, et je suis hyper fier. Enfin, c'est un des projets sur lesquels je suis très fier d'avoir travaillé dessus, parce que c'est un peu ce que j'avais envie de faire quand j'étais enfant, quoi. Travailler sur des trucs, sur des dinosaures, c'est fou. Et puis voilà. Je suis super content pour toi parce que quand on est allé au musée et qu'on a vu les images, on a fait non, c'est dingue. Ouais, parce que j'ai rien dit, parce qu'en fait, je voulais pas. En fait, ils m'ont proposé est-ce que tu veux aller au musée d'Orsay? Je dis oui, pourquoi pas. Et j'aurais pas dit que j'avais travaillé sur ces projets-là. Et là, on arrive devant. Et du coup, je leur dis c'est moi qui ai fait ça. Et oh putain, d'accord. Ouais, non, c'était cool. Ouais. C'est impressionnant, puis c'est imprimé en grand format. Ouais, c'est des 6 mètres sur des murs en fait. C'est massif. Ça va m'amener à un sujet que j'aimerais beaucoup aborder avec toi, c'est justement. Cette curiosité liée au passé et tout ça, parce qu'on a tendance à avoir des étudiants qui... Alors, je vais pas généraliser, je suis vraiment d'ailleurs impressionné de voir que j'ai toujours des étudiants qui me disent « Ah oui, moi j'adore l'impressionnisme, l'expressionnisme, tout ça, enfin, beaucoup de choses, mais beaucoup sont pas assez curieux. » Et c'est vrai qu'on les pousse à aller dans les musées, et ils le font, c'est ça qui est génial, c'est que c'est un conseil en toute bonne foi, hein, bien sûr. Bien sûr. Et là, par exemple, il y a eu la rentrée récemment, et j'ai plusieurs élèves qui m'ont dit on est allé au musée, c'était génial, tout ça. Et t'as l'impression vraiment qu'ils reviennent en se disant ouais, mais on soupçonnait pas à quel point il y avait des choses merveilleuses. Oui, bien sûr. Et c'est pas parce que c'est vieux que c'est ringard ou que c'est pourri, quoi. Ouais, vraiment. Bien que je ferai une parenthèse, j'ai jamais été fan de Cézanne, et même dans les musées, je trouve que c'est... Moi non plus. Voilà, j'y arrive pas. Voilà, mais par contre, quand vous allez au musée d'Orsay, que vous allez au dernier étage, vous avez tout le département impressionniste. Ouais, c'est impressionnant. Vous avez des tableaux, mais qui ont une histoire derrière, mais incroyable. Le déjeuner sur l'herbe, les toits enneigés de Caillebotte. Il y a une des deux nuits étoilées de Van Gogh aussi, même si pour les personnes qui imaginent ce mouvement-là et qui s'imaginent un tableau, c'est souvent la nuit étoilée de Van Gogh qui revient. Carrément. Et une des deux, du coup, qui a été faite, et du coup, qui est exposée là-bas. Ouais, mais on la voit on la voit dans Doctor Who d'ailleurs. Doctor Who, à un moment. J'ai jamais vu Doctor Who. Je vais vous mettre un petit extrait rapide, mais le passage est trop touchant. Dans un épisode de Doctor Who, il se retrouve à l'époque de Van Gogh, et il rencontre Van Gogh, et Van Gogh veut se suicider, il est dépressif, il en a marre. Et là, t'as le Doctor Who, il dit bon, écoute, tu montes avec moi dans le TARDIS, donc sa machine à monter dans le temps, là, voyage dans l'espace. La cabine téléphone, c'est ça? C'est ça, ouais. Et ils arrivent dans le musée d'Orsay. Et là, il lui montre les travaux, il lui montre à quel point les gens admirent Van Gogh, et il tombe en larmes. Il est trop touchant, ce con, mais il joue trop bien. Je regarderai. Et c'est hyper touchant, quoi. Je pense que c'est l'épisode qui m'avait le plus marqué à l'époque où je regardais. Et en plus, l'acteur qui joue Van Gogh, il est très... il ressemble beaucoup, hein. C'est impressionnant. Hein. Du coup, t'es là, tu fais, c'est touchant, surtout quand t'es sensibilisé par ce milieu-là et que t'es toi-même artiste. Et même son histoire à Van Gogh en lui-même... tous ces artistes-là, ils ont des histoires de fou. Il y en a qui ont des démons, quoi. Il y en a qui ont des facilités dans certains trucs. Alors, Degas, je crois, qui est un peu... Degas ? Ouais, Degas, je crois que je vais pas dire de conneries.
qui, tu couperas si c'est une connerie, mais qui son père était très riche, tu vois, donc du coup il avait pas ce problème-là de faire des tableaux pour l'argent, alors que certains c'était leur seul moyen de survivre, tu vois. Donc ouais, tu regarderas, mais je sais pas si c'est deux gars. Je regarderai, mais en effet il y en a beaucoup qui étaient aisés, et à l'époque impressionnisme, il y en a plusieurs qui sont partis à Londres. Ouais. Il y en a qui avaient dû rester en France, donc ils leur envoyaient des ressources, du raisin, des choses comme ça. Ça a l'air de rien, mais en fait, bien sûr, parce qu'il y en a qui avaient moins d'argent, évidemment, mais il y avait ce respect du talent. Il faut s'imaginer que, je vais peut-être réduire le truc hyper. C'était vraiment je vais pas dire des personnes sans abri, mais quasiment, quoi. Enfin, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en situation hyper compliquée. Cézanne, il était en galère, mais des gens qui étaient très en galère. Il était très frustré parce que il n'arrivait pas à s'aligner avec les autres, et il était tout le temps... Il a toujours été un peu à part aussi, du coup, du truc. Hein. C'était un peu le paria du groupe et tout ça. Ouais. De base, vous aviez Manet, qui lui était vraiment celui qui a vraiment le plus percé au début, parce que il a été un des premiers à être exposé justement à l'expo du Louvre, la galerie du Louvre, qui était une expo annuelle. En fait, vous aviez le salon au Louvre et vous aviez le salon des refusés. En gros, vous pouviez voir les tableaux de ceux qui n'avaient pas été admis. Et il avait exposé le Déjeuner sur l'herbe, qui avait été très controversé, considéré comme un des premiers tableaux impressionnistes, alors que le mot n'existait pas du tout pour ce moment, c'est venu après. Même Monet, il a dit je connaissais pas. Et ça a été contesté parce que il représentait, je vous l'affiche en même temps, le Déjeuner sur l'herbe, une femme nue. Et à l'époque, le nu n'était justifié que par la religion ou ce genre de choses là. C'était des allégories ou c'était des choses religieuses. C'est ça, si vous allez. Là, c'était très réel. En fait, on voyait pour une première fois une personne réelle dans un champ. Quoi. C'était un still life, c'était intime, c'était vraiment presque une photo de gens. C'est ça que du coup a vraiment mis ce mouvement-là à part, c'est qu'on représentait pas du tout, on représentait la vraie vie en fait, on représentait les vraies personnes, et ça intéressait pas l'académie ou les personnes qui avaient, on va dire, que ce truc-là en tête, de voir que des tableaux religieux, etc. Ils étaient très en colère. Ingres était complètement, il était hyper rageux. T'avais aussi un que j'adore et tout, c'est Jean-Léon Jérôme, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était sculpteur aussi, qui est exposé au musée d'Orsay. Et quand Gustave Caillebotte est décédé, qui lui à la base était architecte naval, mais il était très doué en perspective, ça se voyait. Je vais vous afficher quelques œuvres de Caillebotte. Ses perspectives, genre Boulevard Haussmann, ce genre de truc. Et son frère était photographe d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de photos de lui qui sont faciles à retrouver sur le net. Et quand il est décédé, Jean-Léon Jérôme a dit mais son héritage est juste super encombrant et il faut le brûler. Et c'est Monet qui a récupéré tout et qui ensuite a donné ça au Louvre parce que du coup l'impressionnisme a commencé du coup à être reconnu. Et on a commencé à exposer ces artistes avec le temps et la postérité. C'est ça. Mais Caillebotte a été, c'est un peu le vilain petit canard quoi. Il s'en est pris plein la gueule, alors que moi c'est un de ceux que j'admire le plus vraiment. Caillebotte c'est fou, il était doué. C'est dingue ce qu'il fait. Et d'ailleurs vous pouvez aller visiter, je mettrai le lien peut-être dans la description, la maison du domaine Caillebotte où en gros, c'est pas loin, vous prenez le RER si vous êtes sur Paris ou en Ile-de-France et c'est assez rapide. Et le parc est magnifique, vous pouvez même faire des balades en canot parce que ils avaient un domaine. Tu parles pas de la maison de Giverny de Monet? Elle est superbe aussi, non, c'est de l'autre côté. Du coup, c'est l'autre côté, c'est dans l'est. Exactement, c'est dans l'est et il y a des beaux meubles verts et tout, c'est magnifique. Pour les personnes fans de cottagecore, alors c'est des trucs un peu exactement. C'est vraiment ça, l'impressionniste. Je trouve que c'est vraiment ce truc un peu chaleureux de nature, de vie, de vraies personnes quoi. Puis ils allaient à l'extérieur quoi. En fait, c'était tout ce truc là de partir à l'extérieur, peindre le réel, peindre et pas imaginer des scènes. Et Ingres, ça l'énervait parce qu'il disait non, vous devez peindre la lumière en atelier, la lumière naturelle, ça ne marche pas. Et en l'occurrence, malheureusement pour lui, les impressionnistes ne se sont pas laissés faire. Ils sont quand même sortis. Ils étaient tout un groupe. Il y avait alors il y en a un qui est décédé très tôt et c'est dommage. C'est Basile, je crois. C'est Basile. Et en fait, lui. Il y avait une expo à un moment au musée d'Orsay et il était très jeune. Il éclatait tout le monde. Il éclatait Monet, Manet, tout le monde. S'il n'était pas décédé, je mets ma main à couper que ça aurait été l'impressionniste. Oui, effectivement, c'est ce qu'on dit souvent de Basile, c'est que ça aurait dû être effectivement l'étendard du l'impressionnisme aujourd'hui. Il dessinait beaucoup d'hommes tout nus aussi, donc je pense que après c'était rigolo. C'était une époque un peu expérimentale pour pas mal de trucs, mais effectivement il y avait Sisley aussi qui était génial. Il y avait Renoir évidemment. Renoir, on en parle beaucoup, mais j'aimais pas trop ce qu'il faisait. Moi non plus. C'était toujours très rond, très pastel, mais les couleurs étaient jolies, mais les gens qui dessinaient, je les trouvais pas très jolis. Je préférais les paysages. Oui, c'est ça, les paysages. Mais après, moi, c'est pour
pour revenir un peu là-dessus, moi c'est ce que j'ai là ce jour-ci, ce matin, j'ai eu cours et c'était des premières années qu'ils n'avaient jamais eu cours de design, enfin d'illustration. Et du coup, effectivement, on a tous cette discussion sur aller au musée. Et du coup, j'aurais dit, aller au musée d'Orsay, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Donc, et moi, je me dis, j'aurais dû y aller plus quand j'avais moins de 26 ans. Parce que, ouais, en fait, c'est un des musées. Enfin, je trouve que c'est quand même. Pour moi, c'est mon musée préféré. Je suis d'accord avec toi. C'est parce que c'est ce que je préfère. Ouais, c'est ce que je préfère en fait. C'est tout ce que j'adore dans la peinture. Il y a le côté. Alors, il y a des peintures, il y a tout. Hein, il y a Bouguereau. Ouais, il y a des peintures très lisses qui rappellent du coup un peu le côté académique qui existait un peu déjà. Mais du coup, tout le côté avec les effets de peinture, le coup de pinceau, etc. Les vrais imposto, je crois qu'on dit, pour voir le coup de pinceau en relief. Je sais pas comment c'est ça. C'est imposto. Alors, ça, je crois que c'est le Imposto, oui, et t'as aussi la Alla Prima. Alla Prima, ouais. C'est l'équivalent du speed painting, oui, c'est ça, gros, qui est un très mauvais nom d'ailleurs, ce qu'on devrait dire effective painting. Oui, c'est ça, ouais. Parce que tout le monde pense que c'est fait très vite, c'est juste efficace. Speed paint, c'est très économe dans les coups de brush, quoi. Mais... C'est ça, ouais, donc un peu ce truc-là aussi, du coup, c'est pour des peintres en devenir ou pour des personnes qui sont attirées globalement par l'art. Ouais, le musée d'Orsay, c'est vraiment un des meilleurs musées, je trouve. Complètement d'accord. Le Louvre, c'est sympa, mais le musée d'Orsay, ce que je préfère. Vas-y, je te laisse. Pardon, excuse-moi, j'ai coupé, mais je trouve que le Louvre, c'est plus pour le côté historique. Oui, c'est ça. Tu vas plus pour le côté historique, voilà, des œuvres et tout ce que tu vas voir. Tu vas voir l'Égypte, tu vas voir l'époque romaine, etc. C'est hyper intéressant. Mais musée d'Orsay, je trouve que c'est vraiment ce côté, c'est axé sur les artistes qui étaient, en plus, à l'époque, du coup, très mis de côté, quoi. Le musée d'Orsay, il a été créé en partie pour ça, pour ramener, du coup, ces artistes-là qui n'étaient pas exposés dans les musées, sous le même musée, quoi. Donc, ouais, donc c'est hyper impressionnant. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Le musée d'Orsay qui était d'ailleurs une gare avant, c'est là où on voit le train qui passe par-dessus cette photo qui est très célèbre, je vais vous l'afficher aussi je pense, hein, où on voit, il me semble que c'est le musée d'Orsay, où on voit le train qui passe à travers, une gare à l'époque. Et ce que je voulais dire, c'était surtout au niveau des statues. J'encourage beaucoup les étudiants débutants à les dessiner au Louvre parce que c'est très académique. Exactement, c'est très proportion héroïque, ce genre de choses, avec une 9 têtes, 8 têtes, etc. Mais ce qui est génial au musée d'Orsay, c'est que le côté impressionniste, on le ressent vraiment partout, même dans les statues qui sont expressionnistes. C'est-à-dire, c'est pas juste une statue qui pose comme ça. C'est vraiment, par exemple, t'as une statue à l'étage de Oedipe, il est vraiment comme ça avec sa fille. Il y a une expression, il y a les cheveux qui tombent avec des mèches et tout entrelacées. Il y a un moment, il y en a un qui tue un dragon aussi. Il y a un faune à un moment qui est comme ça sur le côté. C'est du storytelling. C'est pas juste je suis posé et je regarde la vie comme une statue grecque. Ouais, c'est ça. C'est pas l'esthétique classique rond. J'ai tapé dans le micro. Hop. C'est pas l'esthétique gréco-romaine très lisse, etc. Il y a de ça un peu dans certains tableaux, mais dans les sculptures, c'est vrai que c'est hyper particulier. Les proportions ont l'air plus réalistes aussi. Les proportions sont plus réalistes, mais en fait, c'est pas canonisé, quoi. On a pris des corps de vraies personnes. Il y a des trucs vraiment, on dirait presque des cartes du jeu de cartes Magic. Magic, des peintures du jeu de cartes Magic. Si vous allez, notamment, quand vous arrivez dans le musée d'Orsay, dans le hall principal, si vous allez directement à droite, vous allez tomber sur des peintures de Bouguereau. Et c'est des peintures qui illustrent le roman La Divine Comédie, L'Enfer de Dante, Le Purgatoire, le Paradis. Et tu la vois, cette toile où il y a l'ange qui vole avec un drapé. Bien sûr. Avec le corps au sol. On l'avait vu ensemble, du coup, on avait trippé pendant un petit moment dessus. C'est fou. Hein. C'est ultra dynamique. Il y a vraiment un flow qui montre que il y a aussi un truc, c'est un truc de. J'ai l'impression que c'était un truc de vieux de dire ça. Tu vois, à l'époque, j'entendais des profs d'art qui disaient allez au musée, vous allez voir, les tableaux, c'est pas pareil que les images que vous voyez sur Internet. Sortez dehors, bordel, arrêtez de regarder la télé. Et effectivement, en fait, quand tu arrives devant des tableaux, tout de suite, en fait, tu vois vraiment les couleurs, les lumières. C'est impressionnant. Et surtout, ce tableau-là, il était fou, quoi. Et juste à côté, j'ai pas le nom, j'ai oublié le nom, où t'as effectivement... La Vénus ? Non, t'as le démon qui se fait... manger l'épaule, et t'as Dante et Virgile juste à côté. Exactement, je l'afficherai aussi, du coup. Et avec des couleurs très pourpres. Très chaud et tout. Ils descendent dans les cercles de l'enfer. C'est fou, Virgile, il est là au début, après il y a Béatrice qui arrive plus tard. Ah, mais il est incroyable ce roman. Moi, c'est une grosse inspiration en tout cas. C'est une grosse inspiration. Pour Dunst, La Divine Comédie. Ah oui, c'est vrai. C'est une grosse inspiration. Les Gustave Doré aussi, il avait pas. Oui. Mais on voit pas, je crois, au musée d'Orsay, il y a pas. On pourrait en parler des heures. Ça, il Doré. En 2000, je vais pas te dire de bêtises, vers 2014, il y a une grosse expo Gustave Doré au musée d'Orsay temporaire. Ok. Incroyable, le mec il faisait gravure, peinture, aquarelle, dessin de croquis, il touchait à tout, sculpture, c'est impressionnant,
il était curieux. Ouais. Il était trop curieux. Là, ce que tu viens de dire, ce mot-là, c'est le mot que je dis au tout début à mes premières années. Et tu étais né. Non, c'est soyez curieux. C'est ça. Allez au-delà de ce que vous aimez, en fait. Parce qu'on peut vite se retrouver enfermé dans des trucs qui vont pas nous servir plus tard, en fait. Donc, vaut mieux aller voir ailleurs et voir un peu tout ce qui a été fait, justement, du coup, dans le passé, notamment, pour après s'en inspirer et que ça soit vraiment on va dire le tissu de votre créativité par la suite. Faut pas que ça soit juste, je sais pas, alors je prends un truc hyper standard, mais j'adore Naruto, je vais faire du Naruto. Ouais, voilà. Alors que tu pourrais aimer Naruto et du coup aller voir ailleurs pour ensuite faire ton propre truc qui va peut-être ressembler aussi à Naruto parce que t'adores Naruto, mais qui aurait été épongé par plein d'autres références, quoi. Je suis complètement d'accord avec ça. Quelque chose aussi qu'on dit pas mal aux étudiants, c'est bien d'aimer Naruto par exemple ou Steven Spielberg, on cite beaucoup en exemple, mais quelque chose qui est très enrichissant et qui va vraiment élargir votre spectre d'inspiration, c'est de vous dire j'adore Spielberg, mais à mon âge, qu'est-ce qu'il regardait lui? Oui. Et en fait, quand tu fais des recherches, tu te rends compte qu'il aime des choses, des artistes qui eux-mêmes aimaient certaines choses. Exactement, et tu vas découvrir des choses incroyables. Il y a des portes avec des pièces, avec plein de portes à nouveau. C'est ça, ouais. En fait, c'est formidable. C'est aussi comprendre du coup comment les gens ont eu ces idées ou réalisé ces œuvres, tu vois. Et du coup, aller un peu plus loin que juste je regarde mon image, quoi. Et tu peux retrouver justement ces inspirations vraiment en fouillant et ça va t'alimenter. Par exemple, c'est facile en plus. On parlait de Sargent, John Singer Sargent, qui est, je pense qu'on va le citer un nombre incalculable de fois. Et on avait vu à l'époque, comme beaucoup de concept artistes en devenir, on suivait le travail de Craig Mullins. Craig Mullins, le papa, le papa, le précurseur de l'ère digitale. Et en fait, sur son site, on voit des études de Sargent. On reconnaît des visages de Sargent et aussi de Gibson. Gibson, incroyable. Hein. C'est un chef-d'œuvre. Ses dessins sont fabuleux. Et Sargent, on voit qu'il a inspiré Craig Mullins. On voit que Craig Mullins a inspiré un autre concept artiste qui s'appelle Jamie Jones. Jamie Jones a inspiré, par exemple, il y a John Park et Kang Lee, qui eux-mêmes ont inspiré et même ont échangé avec Timothy. Et on se retrouve avec un nombre, une arborescence d'artistes. Et même Sargent, quand tu regardes ce qu'il bossait à l'époque, c'est fabuleux. Là, je m'étais baladé l'autre fois, j'étais pas loin entre Levallois et Paris, et j'étais sur le boulevard, je sais plus le nom, mais je l'ai trouvé sur le net et je l'ai pris en photo. C'était l'ancien atelier de Sargent. Et il s'est barré, il l'a donné à Caillebotte, pas Gustave Caillebotte, pardon, il s'est barré et il l'a donné à Giovanni Boldini. D'accord, Mais en gros, ils se fréquentaient. Et quand j'avais fait l'expo Sargent, qui était au Tate Museum à Londres cette année, alors c'est la grosse histoire, l'expo a commencé en janvier, j'y vais pas. Et 5 jours avant la fin, je fais bon, c'est pas grave, je me ruine, je prends un billet en plus, un billet d'Eurostar au dernier moment, ça coûte la peau du cul. C'est trop cher. Je me suis dit, bon, je vais regretter toute ma vie, on m'a motivé, mes amis m'ont dit, faut que tu y ailles, Sargent, c'est un truc, voilà. Je prends le billet, je pars le matin, je reviens l'après-midi, donc juste pour le musée, hein. Et c'est là que tu vois, il traînait avec, justement, Boldini, même Zorn, Anders Zorn, le peintre suédois, si je dis pas de bêtises. Ils se fréquentaient tous, quoi. Et ça se sent dans leurs dessins. Ouais, bien sûr. Après, c'est marrant de s'imaginer comme si ces peintures étaient figées dans un temps et qu'ils n'ont pas vécu, et que ces artistes, en fait, ils ont juste créé un truc et puis voilà. Et en fait, c'est tout un tissu d'histoire de leur vécu, mais aussi du coup les rencontres qu'ils ont faites, les inspirations qu'ils ont eues. Et c'est ça qui est fou, en fait, c'est que encore aujourd'hui, ça parle à des gens. C'est ça, ouais. C'est que encore aujourd'hui, ça parle à des gens, quoi. Et leurs toiles sont témoins de ces relations, de ces amitiés, parce que il y a un truc qui se faisait beaucoup, c'est peindre les enfants de ton pote, ou c'est ça, ou la femme de ton pote, la famille, les groupes d'amis, tout ça. Et il y a un côté très mélancolique que je retrouvais beaucoup dans justement les livres de Marcel Pagnol, tu vois. C'est vraiment la même chose. C'est vraiment ça. Hein. C'est on fige le passé, les souvenirs, et ça rend mélancolique, c'est magnifique. Après, c'est un peu aussi un truc de... je reviens sur le cottagecore, quoi. C'est un peu le côté... genre la nature, le côté un peu, on est proche des gens, de la nature, tranquille. Je trouve ça merveilleux. En tout cas, si vous êtes étudiant en école d'art, allez au musée peu importe, que ça soit pour de la sculpture, de l'ébénisterie, parce que c'est de l'art aussi, tout ce qui est meubles et tout ça, je trouve ça magnifique, le traitement du bois. Peu importe ce que vous faites, allez vous imprégner de ça, parce que c'est aussi une atmosphère et... C'est beau. En fait, même le musée en lui-même, si vous n'aimez pas les œuvres d'art, c'est déjà un monument de fou. C'est merveilleux. Et je le rappelle, un jeudi soir nocturne au musée d'Orsay, prenez votre carnet, ça se termine à 21h45. Il commence à fermer les portes à 21h15, il me semble. C'est ça. Mais jusqu'à 21h30, vous pouvez rester à l'intérieur.
C'est vraiment bien. Donc. Mais je pense qu'on va remettre en place quelque chose qui a disparu, c'était les cafés dessins. Ouais, en fait, moi, j'ai pas vécu ça parce que tu me l'as raconté. Ça existait déjà à peine plus, en fait. Ouais. Donc, c'est ça qui est trop dommage. Et je pensais remettre ça en place. Et j'en parle à plein de gens autour de moi. Ils me disent, il faut le faire. Et tu viendrais? Ouais, carrément, avec plaisir. On va faire ça dans ce cas-là. Avec plaisir. On va remettre ça en place, je pense, à partir vers mi-octobre. Et ouais, carrément. On va faire comme le jeudi des graphies, je pense que ce sera un jeudi sur 2. Tous les jeudis, c'est trop accessible, donc les gens, en général, ils ont la flemme. Ouais. Si c'est une fois de temps en temps, c'est pas assez intéressant, mais un jeudi sur 2, c'était le bon format. Ouais, c'est pas mal, ouais. Le jeudi est un bon jour parce que tu peux faire la nocturne d'Orsay, ensuite le verre avec tous les artistes. Ouais. Faut juste qu'on trouve un café ou un bar. Moi, je pensais retourner là où était... Sponsorisez-nous. S'il y a un café ou un bar qui recherche. Mais je pensais, sans blague, à retourner au Furieux qui a été racheté par Feel Good. C'est rue la Roquette. Oui, la Roquette. C'est accessible. Les prix sont accessibles pour les étudiants, pour tout le monde. Et je me dis, franchement, c'est là où on dessinait avant, quoi. C'est juste que le propriétaire a changé, mais ça serait bien de laisser l'histoire continuer. C'est vrai. On ne demande pas, on est des clients, on vient, on se pose. Non, mais après, tu vois, genre peut-être qu'ils peuvent aussi, tu vois, j'en sais rien. On est des petites salles. Mais en tout cas, je communiquerai ça sur mes réseaux très prochainement. Mais oui, ça, c'est un truc qu'on veut refaire. Surtout qu'on a des étudiants, toi et moi, de différentes écoles. On a envie que les gens se rencontrent, échangent et se fassent des contacts et partagent leur passion, quoi. Ouais. Et du coup, pour revenir un peu là-dessus, même pour les gens, c'est parce que du coup, ça a parlé aussi à d'autres personnes, parce que moi, je suis très introverti de base. C'est vrai que je vais pas trop vers les gens, tu vois. Et c'est un truc qui m'a un peu coûté sur certains projets ou certains trucs où je me suis dit, c'est dommage que j'ai pas eu le courage ou l'envie, on va dire, d'aller voir d'autres gens et du coup de comment continuer un peu à me nourrir d'autres personnes, en fait. Et même pour les introvertis, forcez-vous un petit peu, voilà, vous dites, repartez quand vous voulez, quoi. Genre, tu vas au musée, tu vas dessiner avec un groupe de personnes ou avec des gens, tu vas rencontrer de nouvelles personnes. C'est là, en fait, que tu vas commencer à découvrir d'autres artistes, d'autres influences. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est pas s'enfermer trop, ce que j'ai peut-être eu tendance à faire, comme plein de personnes, quoi. Mais ouais, d'aller voir d'autres horizons, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est vrai que quand on est un peu enfermé, on peut passer à côté aussi de certaines opportunités. On avait un ami à Nantes on l'appelait Labolab. Je crois qu'il s'appelait Simon. C'était son pseudo café salé Labolab. À l'époque, il nous expliquait qu'il était vraiment presque anti-réseaux sociaux, mais il avait un niveau de malade. Et en fait, il nous expliquait qu'il galérait un peu à choper les contrats, mais c'est parce que comme il n'était pas trop réseau et tout ça, il n'osait pas trop aller sur le net et montrer son travail. Il y a aussi ce côté j'ai l'impression d'être pompeux, de m'afficher et tout ça. Et il faut vraiment passer cette barrière parce qu'au final... je l'ai encore ça. Moi, j'ai l'impression, je pense qu'on a déjà parlé dans le podcast que tu invites des artistes. Le syndrome de l'imposteur, c'est un vrai truc. Moi, j'ai un peu du mal à exposer encore mes œuvres. Sur mon ArtStation, il n'y a pas grand-chose. En réalité. Alors que j'ai des choses à montrer, mais c'est juste que j'ai l'impression de... c'est normal, je pense que c'est pour tout le monde, mais de pas être légitime dans ce truc-là, tu vois. Ouais, je pense qu'on est tous un peu comme ça, parce qu'il y a aussi, quelque part, je pense, intérieurement, une petite culpabilité de se dire, je vis de ma passion. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a de ça aussi. Je vis avec ça, et du coup, j'ai pas trop envie de me la péter ou de mettre ça en avant, parce que j'ai quand même des amis qui, eux, vont à l'usine tous les jours. Ouais, il y a beaucoup de ça aussi. Moi, c'est un peu comme ça aussi que je le ressens, et c'est pour ça que des fois, je suis un peu timide, mais là, récemment, tu vois, par exemple, j'ai un de mes frères qui, lui, travaille vraiment à l'usine, et il travaille dur et tout, et franchement, c'est sûrement le plus courageux d'entre nous, parce que te bousiller la santé, le dos, tout ça à l'usine, faut s'accrocher. J'ai commencé comme ça pour payer mes études, et franchement, ça rigole pas, hein. Les horaires sont monstrueux, les 2-8, les 3-8, tout ça. Et aujourd'hui, il est hyper, il sait ce que je fais, il m'encourage énormément, et j'ai plus du tout cette pudeur de parler de ce que je fais, tu vois. Donc, je pense qu'à un moment, il y a vraiment un moment où tu peux créer cette rupture de barrière où tu peux te dire sans pudeur, ouais, je fais ça, j'adore ce que je fais et j'en suis fier, et balancer des travaux sur internet, tout ça et tout. Faut juste que je mette à jour, quoi. C'est juste ça, faut juste mettre à jour. Ouais. Mais en fait, quand tu vois aussi des artistes qui sont un peu plus jeunes et qui eux ont vraiment pas ce filtre-là, oui, c'est vrai, qui chopent plein de contrats, tu te dis ah là là, mais en fait, ça motive aussi de te dire mais en fait j'y vais, quoi. Moi, c'est souvent des artistes ou des étudiants que j'ai eu qui étaient bien plus jeunes, que j'ai vu percer, qui m'ont motivé en me disant non mais en fait c'est très simple, et c'est vrai que c'est un déclic qui est pas inutile. Parce qu'en fait il y a tout ce que je sais pas, il nous reste combien de temps là? 5 minutes. On a encore un peu. Donc rapidement, en gros, c'est un peu ce truc là de, comment dire, comme j'ai dit tout à l'heure, de pas être légitime, mais c'est aussi tout le travail de l'image, en fait, ou de la représentation de soi sur internet. Oui. Ça, c'est un peu un truc qui peut un peu freiner certaines personnes, même si c'est complètement contradictoire. Je suis une personne contradictoire, je fais des lives sur Twitch, donc ça n'a aucun sens, tu vois. La fois, j'ai pas refait depuis un petit moment, mais voilà. Mais ouais,
une présence sur Internet, j'ai pas l'impression d'être d'être la vraie personne que je suis, donc c'est compliqué de montrer ton boulot et de dire voilà, ça c'est mon boulot. Maintenant, imaginez-vous qui je suis, tu vois. Du coup, c'est un peu on va dire un frein d'une certaine manière, même si je continue un peu de temps en temps à poster des trucs. Mais ouais, c'est des choses qui sont un peu compliquées. Je pense que c'est personnel. Je pense que chacun vit le truc différemment et a besoin d'un déclic à un moment donné, tu vois. Ouais, parce qu'il y en a, ils ont vraiment cette facilité soit d'adaptation, soit alors tu vois qu'ils sont... Enfin, tu vois quand c'est surjoué aussi, il y a des gens vraiment... Oui, c'est vrai, ouais. Enfin... ils exagèrent, ils sont dans une hype qui est presque étouffante, effectivement. C'est pour ça qu'il y a différents types de publics et d'artistes aussi sur Internet. Il y a des gens avec qui vraiment tu vas avoir aucune proximité parce que tu dis il a un niveau d'énergie trop élevé. Moi, c'est pas du tout mon délire. Je préfère que ça soit un peu plus chill et calme. Et à l'inverse, tu vas dire lui, il m'endort. Non, ça m'intéresse pas, quoi. Ouais. Après, je pense que le mieux, c'est de rester naturel. Ouais, c'est ça. En fait, il y a aussi toute une pression de savoir, tu vois, d'être visible du coup sur Internet. Il faut être visible sur Internet. Donc c'est un peu ce truc-là, mais bon. Des fois, moi, ça me fait peur. J'ai l'impression que j'ai des conneries, tu vois. Donc c'est terrible et tout. Mais en tout cas, non. Je pense aussi, on a la communauté qu'on mérite. Et pour ma part, en tout cas, j'encourage vraiment les gens à être ce que moi, je pense être aussi. C'est-à-dire qu'il faut être bienveillant dans le partage, échanger. En fait, on dispose d'une ressource qui nous fait rien perdre. C'est la connaissance. Ça se donne gratuitement et tu ne la perds pas. Donc, il faut en profiter, donner ça, rendre ça accessible, échanger. Ouais, carrément. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'enseigne, même si ça fait partie aussi de ma vie professionnelle, de comment je gère du coup mes contrats avec l'école et tout ça. Mais ouais, c'est ça qui est hyper gratifiant quand tu fais de l'enseignement. T'as compris des choses, tu le montres à d'autres personnes. Du coup, ils vont avoir des déclics, ils vont comprendre des choses, etc. Et puis ils vont le faire découvrir à d'autres personnes. Donc c'est un peu ce chemin des connaissances qui est hyper gratifiant quand t'es enseignant. Tout à fait, ouais. À la fin, tu fais putain. Et mes élèves, ils arrivent à faire ça parce que j'aurais montré et tout. On n'en parle pas assez, mais c'est une grosse récompense quand t'as un étudiant qui te dit j'ai réussi à faire ça. En général, on va pas se mentir, on est c'est pas mal et tout, mais on est quand même super content. On est très content, ça fait partie aussi de la récompense. Écoute, je te propose qu'on passe aux questions de nos abonnés. Donc, j'ai mes petits abonnés sur Instagram qui m'ont envoyé des questions. Alors, c'était pas facile parce que on a enregistré aujourd'hui à 14h au moment où vous voyez la vidéo et j'ai dû poster 2 heures avant poser des questions, on va parler de ça. Et en fait je vais rien avoir. En fait on a eu plein de questions donc on va pas pouvoir tout faire parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y en a au moins 10 millions. Ça doit être ça, Et à la MV, tu vois. Merci pour les 14 725 questions. Super. J'en ai sélectionné quelques-unes. Donc on va commencer par une question de Franz Sénéchal, j'espère que je le prononce bien. Quels sont les éléments indispensables pour avoir un portfolio qui ait l'air professionnel ? Il faut que ce soit un portfolio qui vous ressemble. Globalement, globalement, c'est un portfolio, c'est ce que vous avez envie de faire. Donc, faut que c'est un portfolio qui représente le travail que vous avez envie de faire pour les prochains projets. C'est pour ça que beaucoup d'artistes actualisent leur portfolio assez souvent pour aller sur d'autres sur des prods différentes à chaque fois. Donc le portfolio, l'élément principal, je pense que la question c'est qu'est-ce que on doit mettre dans un portfolio. Mettez les choses dans lesquelles vous êtes fiers et que vous avez envie de faire plus tard. Et je pourrais même compléter en disant, en termes de structure, notamment sur un ArtStation, vous ne mettez pas d'image finie uniquement. Oui, pour c'est ça aussi. La première, c'est qu'il y a, maintenant, on ne sait pas qui a fait l'image, quoi. C'est ça, Donc le plus important, et je vous parle en connaissance de cause, c'est le process, c'est ça. Mettez les sketchs préliminaires, les compositions, les croquis, tout ce qui a amené l'image à cette maturité finale. Si vous ne montrez que le résultat final, ça n'intéresse pas les studios. Moi-même, si je dois recruter des gens pour ma petite structure, si je vois que les images finales, je fais mais bon, comment il en est arrivé là ? Parce que c'est pas suffisamment communicatif de votre process. Donc très important, les éléments indispensables pour un bon portfolio, déjà c'est des choses qui représentent justement l'ADA que vous voulez exploiter. Si par exemple tu veux faire du réaliste comme Assassin's Creed ou ce genre de choses, tu n'auras pas de style cartoon. Il faut quand même que tu aies un style assez assez ciblé. Après, si t'es polyvalent, c'est bien, mais je pense que pour un premier job, vaut mieux cibler quelque chose. De même que, est-ce que vous voulez faire du cara, de l'enviro, du props ? Quand vous avez un certain niveau et que vous touchez un peu à tout, c'est bien. Faire un peu tout, il n'y a pas de problème. Mais pour un premier job, j'ai tendance à dire aux étudiants, ciblez vraiment. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'il faut créer son portfolio pour un studio, quoi, en fait, quasiment, en fait. Tu fais ton portfolio pour le studio que tu as envie de toucher ou de travailler dedans. Du coup, c'est forcément, je sais pas, il y a un poste de caractère designer dans ce studio-là.
tu vas faire que du chara design dans le style du studio, quoi. C'est ça. Si tu démarches avec un portfolio à la Riot chez, je sais pas, un Naughty Dog, réaliste, voilà, Naughty Dog, ou sur justement GTA, tu vois, ils vont te dire, bah écoutez, la DA ne fonctionne pas trop. Et c'est déjà arrivé que, même inversement, qu'on me contacte et que je dise, bah, je suis désolé, moi je fais plus de la fantasy, vous faites que de la SF. C'est pareil, Je pense que je suis pas la bonne personne. Ouais, c'est ça, je pense qu'à un moment, même, il faut juste être honnête et vous dire, bah en fait, ça va être compliqué. Mais après, il y a des trucs, il faut manger aussi. Il faut manger aussi, ouais. Donc là, sinon, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir se sacrifier et s'adapter. C'est ça. Alors, autre question de Za et moi. Qu'est-ce qui fait pour vous un bon concept art ? Waouh. C'est vaste, hein. Je pense qu'on va devoir généraliser un peu parce que c'est assez vaste. Hein, on va dire une image, un keyframe, une image finale. Je pense on va plus parler, par exemple, on va cibler plus ta question, un bon chara design. Je pense que ce qui va faire que c'est efficace, c'est la communication, tout simplement. Qu'est-ce que ça communique ? C'est ça, ouais. C'est ça. Les formes, tes couleurs. Qu'est-ce que ça dégage ? Est-ce que, par exemple, un bon concept art, par exemple, ça serait, imagine un concept art de Deadpool, avec une pose qui communique justement le fait qu'il est un peu immature, un peu fou. Donc en fait, la pose va communiquer un peu le caractère, on va se dire, du personnage, on va dire psychologique du personnage, les couleurs aussi, le langage des formes. Est-ce que c'est un personnage plutôt agressif, donc il va être sur une pose beaucoup plus belliqueuse, ou un personnage plutôt doux, avec les bras ouverts pour communiquer qu'il est accueillant, chaleureux et sociable. En fait, ce qui fait un bon concept art, c'est l'aspect communicatif de ce que tu as. Est-ce que le message de base qui est ce personnage-là doit être méchant ? Est-ce qu'on le retranscrit bien ? Est-ce qu'on visuellement on le voit bien ? Quand on parle de chara design, en tout cas, c'est ça. Et je dirais même, en fait, la question aurait presque pu être qu'est-ce qui fait un bon design ? Un design qui communique justement les bonnes intentions. Ou à l'inverse, et qui marche. Tu veux couper l'herbe sous le pied de spectateur, tu le prends à contre-pied et là t'inverses. T'inverses. C'est un peu ce qui a été fait. Alors, c'est pas du concept art, mais il y a quand même un feeling. C'est le dessin animé Happy Tree Friends qu'on prend beaucoup en exemple. C'est à première vue, tout le monde se fait piéger. C'est un dessin animé pour les enfants très jeunes et en fait, c'est très gore, très trash, très violent, quoi. Donc, prendre un contre-pied, c'est possible aussi. Alors, on a encore le temps pour quelques questions. Question de Charline SRT. Quel aspect de votre métier ou de l'industrie du concept art aimeriez-vous changer ? Le côté, industrie, en fait. Je sais pas comment dire, alors qu'on est censé faire on travaille dans ce truc-là, mais avoir tout ce truc où en fait, c'est géré par l'argent et les actionnaires, globalement, des boîtes ou des grosses sociétés, qui amènent des décisions qui sont pas forcément en adéquation avec l'identité même du studio, en fait. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien voir, mais en fait, on le voit déjà dans les studios indés. Oui. Mais j'aimerais bien voir que ça soit un peu standardisé, quoi. Tu vois, que ça soit pas, comme on disait tout à l'heure, avec les Assassin's Creed en question et tout. On est bien. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que quand j'ai vu la question, je me suis dit, il n'y a rien vraiment qui me vient. Mais maintenant que tu en parles, oui, c'est cet aspect un peu décisionnaire de se dire, je fais sauter ce design parce que il va moins évoquer la nostalgie et moins ramener de pognon. C'est ça, En fait, j'aimerais vraiment que tout soit axé sur l'argent et sur la production, puisqu'on parle de la narration visuelle. C'est ça, qu'on a un côté un peu plus artistique, et ça peut être nostalgique, ça peut être émotionnel sans aller dans le gratuit et, et la facilité. Il y a vraiment moyen de bosser des designs pour vraiment évoquer des émotions très fortes. C'est ça, Et encore une fois, un bon design est censé retenir l'attention du public. Si jamais c'est pas le cas, c'est peut-être qu'il y a un gros problème aussi. On en parlait notamment dans ce cours. On en parlait notamment dans le workshop qu'avait donné Mike Hills à l'époque sur Industrial Workshop, où lui il parlait de simples chaises dans l'industrie du concept art. Bien sûr. Il montrait la chaise en gros sur laquelle est assise Jodie Foster dans Le Silence des agneaux. Elle est très simple, mais si on avait mis une chaise plus confortable ou qui n'ait pas l'air scolaire, on n'aurait pas pu mettre en avant la relation maître et élève entre Hannibal Lecter et elle. Donc le design de la chaise est purement décidé, même si c'est un design aussi simple. Donc en fait, vous avez besoin de prendre des décisions sur des designs pour que ça soit cohérent. Et parfois, vous avez des gens qui vont être décisionnaires, qui vont dire « moi, ça me plaît plus ». Mais juste, c'est personnel et c'est ego trip, quoi. C'est personnel ou c'est marketing ?
C'est ça, ouais. Et c'est un peu dommage parce que en fait, tu réduis tout un truc d'émotion à genre, il faut que les gens aiment ça, quoi. Il y a trop de pognon en fait en jeu à chaque fois. Oui, c'est un peu le problème. Chiant, mais bon, chiant. après, on se plaint pas parce que du coup, c'est ce pognon-là qui nous paye. Ouais. mais c'est un peu ce truc-là que je pense qu'on pourrait changer dans. On pourrait avoir la dimension, comme tu disais, jeu indépendant ou studio de film indépendant, qui garderait justement ce côté un peu. Proche du projet, quoi. On va dire, pour avoir quelque chose de plus honnête et droit, quoi. Alors, comment voyez-vous l'évolution du rôle de concept artist dans le jeu vidéo et le cinéma? Question de Walid Amour. Comment on voit l'évolution du métier? Énormément changeant et rapidement. Voilà, ça bouge beaucoup rapidement. Donc, dans le futur, on ne sait pas comment on va travailler. En fait, c'est que il y a 3 ans, j'utilisais pas les mêmes outils qu'aujourd'hui. Par exemple, il y a plein d'outils qui ont changé. Donc l'évolution, ça sera plus ou moins la même, hein. On a une idée de base, il faut que quelqu'un visuellement montre ce que c'est l'idée de base. Donc il y aura toujours des artistes, même si ça sera peut-être des IA un jour, Terminator et tout ça. Mais globalement, ça sera toujours le même système. Après, l'évolution en tant que telle, ça bouge tellement, comme j'ai dit, les logiciels changent rapidement. Donc c'est juste être à jour sur les trucs tendances et les besoins aussi des studios actuels, quoi. J'aime bien la question, mais j'aimerais bien aussi peut-être discuter de l'évolution du jeu vidéo et du cinéma tout court. Alors c'est un vaste sujet, on ne pourra pas y répondre avec le temps qui nous reste. Non. Mais on évoquait hier avec un étudiant le futur peut-être du cinéma ou une nouvelle alternative. Et c'est vrai qu'on imagine beaucoup ce délire de t'as le casque et tu es dans la scène. Il n'y a pas de plan de caméra, donc tu n'es pas à travers l'œil du réalisateur et tu peux te balader dans la scène. Par exemple, tu es dans un film criminel, tu peux aller examiner la scène de crime toi-même, tu peux examiner les détails et c'est excellent parce que du coup, tu pourrais récupérer des informations que tu pourrais ne pas récupérer si tu restes assis et que tu regardes juste comme ça, qui te permettrait peut-être aussi de développer une nouvelle dimension, de partager un film ou de vivre un film en étant immersif. Évidemment, tu n'interagirais pas avec les personnages, sinon c'est un jeu vidéo. Mais et il pourrait y avoir un jeu vidéo comme ça. Hein, on a déjà testé avec le casque VR. C'est ce que fait un peu du coup les projets que j'ai fait, en fait, où c'est tout ce truc-là de... Tu fais partie de l'histoire sans faire partie de l'histoire. C'est ça, tu regardes un peu comme un spectateur dans les scènes. T'es un spectateur, Et c'est vrai que dans le futur, pourquoi pas. Mais après, ce qui est fou, ce qui est le plus intéressant, je trouve, quand on parle de cinéma notamment, là, c'est du coup, là, t'as aucune place à la réalisation la caméra, tu la places pas, quoi. C'est ça, tu places juste la personne. Et ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est comment la caméra est placée. Exactement, donc ça serait quelque chose de très différent. Ça serait un truc hybride, quoi. Je pense pas que ça le remplacerait. Mais ça serait quelque chose de différent. Un truc hybride où tu vis une expérience cinématographique dans la scène. Pourquoi ça. Pas. Avec vraiment. une technologie olfactive, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, je sais pas si on peut dire entreprises, il y a beaucoup de groupes qui bossent sur les développements olfactifs. Oui, bien sûr. Ils développent des technologies qui permettent de ressentir les odeurs. Donc avec ça, on peut faire un milliard de choses. Par exemple, tu veux acheter un parfum en ligne, tu peux le sentir avant de l'acheter. Ça serait fou, quoi. Donc oui, il y a beaucoup de choses de possibles. Mais pour le concept artiste pur, même si on allait dans quelque chose comme ça pour le cinéma, il y aurait quand même des environnements à designer. Il y aura toujours des trucs à faire. Il y aura toujours des trucs à faire. Il y aura tout le temps des choses à faire. Des trucs à créer, tout le temps. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. C'est passé vite, hein, j'ai pas eu le temps passer. C'est passé hyper vite. Merci Mathieu d'être passé. Merci beaucoup pour l'invitation. Peut-être qu'on se reverra. Hein. On va se revoir. Je suis très très chaud de faire même des tables rondes à plusieurs personnes pour qu'on ait des sujets à débattre. Même demander. C'est un bordel. On sera respectant, on aura un bâton de parole. Mais on pourrait voir aussi avec la commu. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder ou des débats qu'on pourrait aborder aussi dans notre industrie, ça nous ferait plaisir d'en parler. Vraiment, Et puis on a toujours des questions de toute façon qu'on reçoit. Donc, voilà. Écoutez, merci à vous pour votre fidélité et pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette nouvelle émission. On se retrouve le mois prochain pour d'autres invités. Alors il y en a plusieurs et je vais sûrement tourner tous les épisodes presque en même temps, donc je sais pas qui sera le prochain. Ça, on va voir lequel sera monté le premier. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc principalement Instagram, c'est là où je suis le plus actif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Plus vous serez nombreux, plus je pourrai démarcher des artistes importants, influents et du coup avoir une meilleure qualité d'émission. C'est vraiment ce qu'on vise sur le long terme. Et n'oubliez pas de suivre mon Patreon, le lien dans la description, si vous voulez récupérer des tutos et vraiment progresser en dessin. Merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Salut.
Alors la caméra est là. Salut Mathieu, comment ça va?